Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver en cette semaine du 11 février 2025. Vous le devinerez bien sûr, cette semaine, il sera question des développements au Moyen-Orient alors qu'on a cette proposition par les États-Unis de l'administration Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza au nom des États-Unis. C'est une proposition qui nous vient complètement du champ gauche. Il sera question tout à l'heure d'abord des détails de la proposition en tant que telle, même s'il nous en manque beaucoup actuellement. Ensuite, les implications derrière tout ça, bien sûr, tant pour la région que les pays environnants, la réception parlant des pays environnants, tant par les pays arabes que par les pays occidentaux, la méthode Trump, la question du transactionnalisme et de l'isolationnisme, la doctrine elle-même qu'on a devant nous. J'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, vous le comprendrez, ce sera le grand dossier aujourd'hui. Ensuite, on progresse vers le dossier, un suivi sur notre dossier de la semaine dernière, alors qu'on se parlait du Canada. On a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires. J'imagine que c'est un bon moment pour en parler. J'ai noté certains de vos commentaires comme quoi vous étiez très enthousiaste vis-à-vis le contexte actuel au Canada, qu'il y a quand même des propositions qui sont sur la table. Certains d'entre vous avaient apprécié qu'on fasse l'exercice ensemble longuement pendant plus de 2 heures, comme ça en revue de presse, de passer à travers du dossier en détail. Et donc, on fera un retour tout à l'heure sur les propositions qui sont actuellement sur la table pour le Canada. Cette espèce de réveil stratégique auquel on assiste, on a vraiment des propositions intéressantes tant sur le plan économique que militaire, alors que d'un côté, vous avez cette proposition de rejoindre le dôme de fer par les Américains, encore une fois une idée de Trump qui a été mise sur la table, un peu une copie du dôme de fer israélien qu'on veut importer, installer sur le territoire nord-américain, le Canada qui voudrait rejoindre l'aventure, et cette question du gaz naturel liquéfié, un enjeu bien sûr qui a fait controverse au Canada au cours des 2 dernières années, particulièrement avec la guerre en Ukraine, alors que les marchés internationaux d'énergie ont été perturbés. Le Canada a été appelé par un certain nombre de pays à prendre une place dans le marché international énergétique, précisément sur la question du gaz naturel. Et le Canada, de par ses prétentions environnementales, à travers Justin Trudeau, avait refusé de joindre le marché du gaz naturel. C'était une décision, pour le moins dire, mal avisée, extrêmement myope et qui aujourd'hui revient hanter le Canada. On est en train de revisiter possiblement cette décision. Ce sera très intéressant d'en discuter tout à l'heure et des implications pour ce qui est du pays. Les contacts entre Trump et Poutine, le Kremlin et Washington qui ont commencé à négocier sur la question de l'Ukraine, c'est bien sûr un dossier extrêmement chaud qui mérite notre attention. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, des murmures fort intéressant de la part du SVR, des services de renseignement russes, qui nous parlent d'une campagne d'influence et d'une campagne de salissage, en fait, qui serait actuellement en préparation dans les services de renseignement occidentaux des pays de l'OTAN, alors qu'on se prépare à renverser Vladimir Zelensky. Ce sont encore une fois les Russes qui nous parlent de tout ça. Ça prend avec un grain de sel. On fera un retour là-dessus tout à l'heure. Fermeture de l'USAID, ces coupes de la part du département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. C'est un dossier qui a attiré beaucoup d'attention aussi. Et avec raison, on en parlait au cours des dernières revues de presse de l'inspiration que pourraient prendre certains pays occidentaux de cette opération, si on veut, de cette grande rénovation de l'État américain, réduction de la taille de l'État, réduction des dépenses, de la bureaucratie, essayer d'alléger tout ça, d'apporter plus de flexibilité à l'économie. Visiblement, ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis. L'USAID a été vraiment, si on veut, le symbole de tout ça, alors qu'on annonce la fermeture d'une agence, si on veut, iconique du gouvernement américain, qui est vraiment une grosse partie de l'empreinte de Washington à l'international. On en parlera tout à l'heure de cette question de l'USAID. Finalement, le Panama qui se retire de Belt and Road, et encore plus que ça, on parlera de la question du Panama un peu plus largement, alors que le Panama est en train de reprendre un nouveau positionnement, ou plutôt de reprendre son positionnement original, traditionnel, qui est plus aligné avec les États-Unis. Le Panama, on comprend qu'il est un pays littéralement créé sur mesure par les Américains pour avoir le contrôle sur le canal de Panama. Le Panama qui, un peu en réaction à tout ça, a essayé d'équilibrer sa relation avec les grandes puissances à l'international, tant avec les États-Unis, la Russie, la Chine. On a vu une présence chinoise de plus en plus importante dans la région de Panama au cours des dernières années. Le Panama qui avait même changé sa posture vis-à-vis Taïwan, qui avait cessé de reconnaître Taïwan pour reconnaître uniquement la Chine comme seule et unique Chine officielle. C'était une posture, bien sûr, pour
plaire au Parti communiste chinois. Tout ça est en train d'être renversé graduellement par le Panama à la demande des États-Unis. Donc, un dossier extrêmement intéressant qui nous invite vraiment à réfléchir plus largement sur ces négociations et cette doctrine de la part de Trump un peu et comment ça se manifeste à travers le monde. Parlant de la doctrine Trump, donc, et de cette fameuse négociation par la force et par l'élargissement de la fenêtre, on en parlera tout à l'heure. On revient à cette proposition de la part des États-Unis, ou devrais-je dire de l'administration Trump. Je pense qu'il est encore trop tôt pour impliquer les États-Unis là-dedans parce que, visiblement, ça venait surtout de Trump lui-même, personnellement, cette idée de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour, au nom des États-Unis et d'en assurer le développement. Initialement, donc, Donald Trump nous a proposé, dans une déclaration un peu surprenante, au milieu d'une conférence de presse avec le premier ministre Benjamin Netanyahou, on nous a évoqué cette possibilité, qu'on dit avoir réfléchi longuement, qu'on dit avoir présenté à plusieurs conseillers, à plusieurs gens autour de Trump, qui ont tous manifesté un certain enthousiasme. Cette idée d'évacuer la population palestinienne sur la bande de Gaza pour des raisons humanitaires. On dit... C'est trop détruit, il reste plus rien, personne ne peut vivre dans de telles conditions. Et donc, pour améliorer la stabilité de la région, mais aussi par vertu humanitaire, on va évacuer la population palestinienne où, on ne sait pas encore, on nous dit vers un endroit ou vers plusieurs endroits. Beautiful plot of land or multiple beautiful plots of land. On ne sait pas quel endroit. Pour construire du développement, pour développer en fait la bande de Gaza et construire du logement pour les Palestiniens de la bande de Gaza en dehors de l'enclave elle-même. On s'entend. Il est absolument vrai que Gaza est complètement détruit. Il est absolument vrai que Gaza va prendre des années à reconstruire. Et soyons sérieux, il y a des implications derrière tout ça, au sens où, naturellement, l'instabilité engendrée par un pays, par un territoire aussi détruit, par une enclave qui a accès à peu de nourriture, à peu de ressources, de matériaux, à une gouvernance pour le moins discutable pour ce qui est du Hamas et du développement des infrastructures, de la gestion des services publics, etc. On a un certain nombre de défis qui pourraient créer de l'instabilité, donc plus de violence, et condamner d'une certaine manière la région à toujours cette espèce de cycle perpétuel d'instabilité et de violence et de guerre. On se dit, si jamais la bande de Gaza n'est pas reconstruite rapidement, qu'est-ce qui va arriver? Si les gens n'ont pas d'opportunité, si les gens n'ont pas d'emploi, si les gens n'ont pas la possibilité de gravir l'échelle sociale, s'il y a toujours ce ressentiment vis-à-vis Israël, vis-à-vis le blocus imposé par l'armée israélienne, s'il y a cette relation étrange vis-à-vis les autorités israéliennes, justement, dans l'administration de la bande de Gaza. On parlait au cours de la revue de presse d'il y a 3 ou 4 semaines, si je me souviens bien, du fait que Israël est responsable de la taxation et que ça engendre un certain nombre de problèmes, alors qu'Israël conserve les revenus souvent à ses propres intérêts et prive la population palestinienne de revenus qui sont en fait taxés au sein de la population même et qui leur reviennent pour payer les services publics, pour payer de l'infrastructure. C'est plutôt Israël qui se met la main dans le pot. Ça introduit un certain nombre de problèmes. Et donc, plutôt que de régler tout ça, plutôt que de trouver une solution à construire Gaza, plutôt que de trouver une solution durable, si on veut, pour la coexistence des deux peuples dans l'espace régional, donc à l'intérieur, si on veut, de tant l'enclave de Gaza que, on pourrait dire à l'intérieur du territoire palestinien, puisque Gaza est tellement enclavé, on est littéralement entre la mer et le territoire israélien. Au sud, vous avez l'Égypte. On pourrait dire, si on veut, qu'on est essentiellement une enclave du territoire israélien. On comprend, je sais que c'est très controversé de dire ça. Je suis pas en train de vous dire que ça appartient à Israël. Je suis en train de vous dire que c'est l'équivalent d'avoir découpé un bout, si on veut, du territoire, de l'espace continental israélien. Cela étant dit, Trump nous dit on va déplacer tous ces gens à l'extérieur, dans les pays environnants. Il faut comprendre que c'est pas une proposition qui est nouvelle. Ça fait longtemps qu'on parlait de déplacer le peuple palestinien, qu'on parlait juste les envoyer ailleurs. D'abord, le peuple palestinien a le droit de rester sur son propre territoire. Le droit à l'autodétermination à l'intérieur de la bande de Gaza. Ça, ce sont des droits qui sont reconnus par la communauté internationale et pas juste par la France et le Royaume-Uni. Non, par tout le monde.
On reconnaît normalement le droit des peuples à l'autodétermination à l'intérieur de leur propre territoire. Et spécifiquement, la question palestinienne, il y a un consensus international. Comme quoi, on a besoin d'une solution à 2 États. Un État palestinien et un État israélien. En fait, même l'administration Trump elle-même, vous allez me dire, franchement, c'est une mauvaise idée. Je vous dirais, Trump lui-même, dans son dernier mandat, avait proposé une solution à 2 États. La solution, la fameuse, à travers les accords d'Abraham et les négociations qui avaient lieu à travers tout ça, les États-Unis avaient proposé une solution à 2 États. Jared Kushner avait proposé un État palestinien certes tronqué, amputé de beaucoup de son territoire à travers des colonies israéliennes qui allaient continuer à le manger comme un fromage suisse, mais le fait est qu'il y avait un État palestinien. Aujourd'hui, ce que nous dit Trump essentiellement, c'est « ça ne fonctionnera pas ». On doit reconnaître le fait que la proposition à 2 États n'est plus valide. Lorsqu'on lui a proposé, en fait, lorsqu'on lui a mentionné le fait que dans sa dernière administration, il est en faveur d'une proposition à 2 États, Trump a répondu très rapidement, « vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de morts entre le moment où j'ai quitté la Maison-Blanche et le moment où je suis revenu aujourd'hui. Et ces morts, ces conflits, cette instabilité, il faut en prendre acte. Et c'est ce qu'on fait à travers cette proposition. » Donc, vous comprenez qu'on n'est pas là pour débattre des implications morales derrière tout ça. Oui, effectivement, il serait question d'un nettoyage ethnique, il serait question d'évacuer une population entière et de lui voler essentiellement son territoire. Les États-Unis deviendraient une force coloniale au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. À partir du moment où on dit on prend le contrôle d'un territoire pour nos propres intérêts, initialement, encore une fois, cette proposition a vraiment évolué de la part de Donald Trump. On nous a parlé au début d'une motivation essentiellement humanitaire et de réintégrer éventuellement. On gardait la porte ouverte à réintégrer les Palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza. On se disait, écoutez, actuellement, c'est tellement instable, c'est tellement détruit. Si on veut briser ce cycle de violence, on peut pas les renvoyer dans une telle situation. C'est clair que le Hamas va revenir, c'est clair que les gens vont garder du ressentiment, et donc la solution, c'est de régler ça une fois pour toutes, on sort les gens de là. L'Égypte ne veut pas prendre les Palestiniens. La Jordanie ne veut pas prendre de Palestiniens non plus. Le Liban ne veut pas prendre de Palestiniens. L'Arabie saoudite ne veut surtout pas. Et c'est un peu l'hypocrisie à travers laquelle on est exposé actuellement. Parce que si, certes, les pays arabes, longtemps, ont déchiré leur chemise face au traitement du peuple palestinien avec beaucoup de raisons et légitimement, ils n'ont jamais vraiment pris de mesures crédibles et sérieuses pour forcer l'Occident à respecter le peuple palestinien. La dernière fois, en fait, il faut revenir aux crises énergétiques des années 70. C'est la dernière fois où on a eu une espèce de réaction commune de la part du monde arabe, du monde musulman, devrais-je dire, alors qu'on a eu notamment l'Iran qui a participé à tout ça pour appuyer la cause palestinienne. Aujourd'hui, ils sont relativement silencieux. Depuis les accords d'Abraham particulièrement, depuis le dernier passage de Donald Trump qui a vraiment, si on veut, calmer le Moyen-Orient, qui a normalisé les relations entre Israël et un certain nombre d'États. Beaucoup ont regardé dans l'autre direction pendant les 2 dernières années, en fait, alors qu'on était en guerre, essentiellement dans la bande de Gaza et dans la région avec le Liban et avec l'Iran et tout ça. On s'entend, on a eu un conflit assez large et assez influent. Un nouveau Moyen-Orient vraiment qui a été configuré. Et tout ça alors que les pays de la région regardaient dans l'autre direction. La seule raison, c'est vraiment les accords d'Abraham. C'est l'effort américain de normaliser tout ça. Aujourd'hui, clairement, il serait de la responsabilité des pays arabes de la région de prendre encore une fois, je ne devrais pas dire il serait la responsabilité, il y a la responsabilité de tout le monde de défendre le peuple palestinien. Or, on s'attendrait que les pays arabes soient ceux qui récupèrent le narratif et qui font leur la cause palestinienne, qui demandent à ce qu'on respecte les Palestiniens, qui demandent à ce qu'on reconstruise Gaza. Et encore une fois, ils regardent dans l'autre direction. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ce que Trump essaie d'exposer. Est-ce que Trump est réellement sérieux dans sa proposition de prendre Gaza? Très bonne question. Il dit que oui. Il dit que c'est sérieux, il dit qu'il a réfléchi, mais il ne nous a proposé aucune alternative. Qui va prendre les Palestiniens? Encore une fois, on ne sait pas. Si ça avait été une proposition sérieuse, j'ai l'impression qu'on aurait au moins étudié des possibilités. On aurait au moins négocié avec les pays environnants, à savoir, est-ce qu'il y aurait moyen,
de prendre une portion des Palestiniens, quelques centaines de milliers. Et encore une fois, il y a une raison pour laquelle on refuse de prendre les Palestiniens. C'est beaucoup plus que juste on refuse de collaborer avec ce qu'on estime une opération immorale et répréhensible. C'est beaucoup plus que on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire à Gaza, on n'est pas d'accord avec la prise de contrôle américaine, et donc on refuse de collaborer et de participer. C'est en fait un refus de prendre des Palestiniens eux-mêmes, parce que on estime qu'il y a une part de risque là-dedans. On sait que les Palestiniens, bien sûr, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont des membres du Hamas, qui ont des membres de leur famille, qui collaborent ou encore qui ont travaillé ou qui ont été directement impliqués dans le Hamas ou dans la guerre vis-à-vis d'Israël, et que, dans l'éventualité où ils seraient déplacés, ils garderaient une certaine affiliation. Certains d'entre eux voudraient continuer la lutte. Certains d'entre eux mèneraient la cause palestinienne depuis peu importe l'enclave ou l'endroit où l'on les déplacerait. Si on dit on va construire des condos et des logements quelque part en Arabie Saoudite, déplacer 100 000 Palestiniens dans une espèce de gigantesque camp dystopien, super. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à l'intérieur de cette communauté? Qui vont pas porter la cause eux-mêmes. Je veux dire, vous avez, les peuples ne meurent pas, ne disparaissent pas comme ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu naïf là-dessus à croire que soudainement les Palestiniens vont cesser d'être Palestiniens parce qu'on les extrait du territoire. À terme, c'est vrai. À terme, dans 3, 4 générations, peut-être. Mais la génération de déplacés, ce sera seulement une génération de martyrs qui, pour des années, vont continuer de mener la lutte et peut-être même avec encore plus de dynamisme et d'enthousiasme, de reprendre leur territoire, de mener des attaques contre les pays qui les hébergent, mener des attaques contre les pays qui participent à cette opération, des attaques terroristes, etc. Pourquoi est-ce que le 11 septembre a eu lieu? C'était une réponse de la part de Ben Laden qui refusait de voir son pays, l'Arabie Saoudite, collaborer avec les États-Unis. On disait que les Américains collaboraient avec, que l'Arabie Saoudite collaborait avec les Américains, les sionistes, les Israéliens. Et donc, on a voulu punir l'Arabie Saoudite, on a voulu punir les États-Unis, et c'est un peu la naissance d'Al-Qaïda. Donc, c'est ce qui est très sensible pour ces pays de la région qui combattent activement l'islamisme, qui ne veulent pas de mouvement islamiste sur leur territoire, qui souvent viennent juste d'en sortir. Quand on pense à l'Égypte, par exemple, qui s'en sont sortis à travers les frères musulmans, c'est assez récent. Encore aujourd'hui, le gouvernement égyptien de Sisi a très peur de la remontée, si on veut, d'un mouvement islamiste. Même chose pour ce qui est de la Jordanie. La monarchie ne veut rien savoir d'un mouvement islamiste. Même chose si vous allez en Turquie. Même chose aller en Arabie Saoudite. Et il y a personne qui veut rien savoir de ce genre de choses. Et donc, il y a une suspicion en partant vis-à-vis des Palestiniens en raison de tout ça, en raison de leur activisme politique et de la présence, on l'imagine, d'un certain élément djihadiste à l'intérieur de la population palestinienne. Ça, c'est pour ce qui est des inquiétudes des pays de la région. De pourquoi il y a un peu une hypocrisie là-dessus. On dit régler la question et donnez-leur un État. La raison pour laquelle on dit donnez-leur un État, oui, certainement, il y a un élément là-dessus d'empathie et d'humanité, mais il y a beaucoup aussi juste de réel politique, où on veut pas vous avoir chez nous. Sans quoi, écoutez, il y a beaucoup de pays qui seraient très enthousiastes, c'est-à-dire, on a une population idéologiquement compatible, culturellement compatible, civilisationnellement on partage beaucoup, en différents pays arabes, dans la région en général, il pourrait y avoir un certain enthousiasme à dire, bien, on va prendre nos frères palestiniens, absolument, nos frères, nos sœurs. On va en prendre un certain nombre, 100 000, 200 000, on a quoi, 2 millions à déplacer, d'après la proposition américaine. Ces 2 millions, ben, on peut en prendre 300 000 et on va être très heureux. Beaucoup de pays, on pense au Canada, par exemple, on pense à beaucoup de pays, des influx de population, c'est très apprécié. C'est une stimulation de l'économie. Quand c'est bien fait, quand surtout il y a une compatibilité, comme on dit, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de productif. Mais on veut rien savoir. On veut rien savoir. D'autant plus, si vous regardez, par exemple, un des candidats les plus naturels, on regarderait vers l'Égypte, un pays limitrophe, un pays frontalier. L'Égypte est déjà surpopulée. L'Égypte connaît une croissance de la population qui est absolument impossible à soutenir pour les prochaines années. On a déjà un certain nombre de défis vis-à-vis le logement, vis-à-vis l'approvisionnement en eau, vis-à-vis l'approvisionnement en nourriture. L'Égypte est en train littéralement de construire une nouvelle ville
qu'on appelle le Nouveau Caire, quelques centaines de kilomètres à l'est de Le Caire, de la capitale actuelle, parce qu'on l'estime justement trop surpeuplé au point où ça devient un problème sanitaire. Où il est impossible, c'est invivable, on peut plus recevoir plus de gens. Donc, la question, naturellement, devient toujours à dire qui va prendre les Palestiniens. Donald Trump, d'une certaine manière, est en train de déplacer le problème palestinien. Désolé d'utiliser le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est un problème dans ce contexte, dans la région. Le problème palestinien qui était autrefois celui d'Israël. C'était à Israël de trouver une solution à tout ça. C'est à Israël de trouver, arrangez-vous, donnez-leur un État à l'intérieur de cet espace, parlez-vous l'un l'autre, et les pays arabes mettaient un peu la pression vers, justement, Tel Aviv, vers l'État israélien, de prendre contrôle et de prendre acte de la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, Trump est un peu en train de dire, c'est pas le problème d'Israël. Il y a un problème ici que nous, on va régler si vous n'en prenez pas soin, si vous n'en prenez pas charge. On va poser des gestes pour que ça ne soit plus un problème. On peut être d'accord ou pas avec. Ce que Trump est en train de faire essentiellement, encore une fois, on revient à la méthode de négociation qu'on évoquait la semaine dernière entre l'intolérable et l'indésirable. On crée deux options. La première étant intolérable, d'évacuer tous les Palestiniens. Il n'y a aucun pays arabe qui va accepter ça. L'alternative, prendre soi-même charge du peuple palestinien, trouver une solution durable, assumer une responsabilité stratégique dans la région, essayer de reprendre un peu plus d'implication. Beaucoup de pays arabes ne veulent rien savoir de tout ça. Donc, c'est quoi l'option? C'est là qu'on arrive avec vraiment la doctrine Trump, si on veut, où on élargit la fenêtre de négociation autant que possible. Autrefois, la fenêtre de négociation était assez étroite pour ce qui est de la question palestinienne. On disait d'un côté, deux États, de l'autre côté, deux États. Tant les Israéliens que les Palestiniens, que la communauté internationale, que les Américains, tout le monde était d'accord qu'il fallait deux États. Ça donnait donc une fenêtre de négociation extrêmement étroite. À partir du moment où on dit, non seulement on est ouvert à avoir un seul État, mais on est ouvert à complètement évacuer la bande de Gaza au complet pour en faire entièrement une enclave israélienne, en fait pire, sous contrôle américain. Comprenez que la fenêtre de négociation vient considérablement de s'élargir à la faveur des États-Unis et d'Israël. Et c'est ce que je veux dire par, on dirait que ce que Trump est en train de faire actuellement, c'est d'essayer de déplacer la responsabilité du côté des pays arabes, pour qu'eux, de leur côté, décident à leur tour d'élargir la fenêtre de négociation. De leur propre côté. Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un peu, encore une fois, on revient à la méthode Trump et on revient à comment ils négocient. On l'a vu avec le Canada, on l'a vu avec le Mexique, on l'a vu avec le Panama. C'est toujours une question de fenêtre de négociation. On entre dans une négociation en se disant, de bonne foi, les deux doivent en retirer quelque chose. Une bonne négociation. Un bon deal, c'est gagnant, gagnant. Vous avez retiré quelque chose, j'ai retiré quelque chose, c'est productif, c'est réciproque. Donc, naturellement, on cherche à faire un peu de concession. On est prêt à faire un peu de concession pour rejoindre vers ce qu'on perçoit étant un milieu entre les deux positions. Mais plus on tire notre position à l'extrême, plus on rapproche le milieu de l'extrême. Plus on étire le milieu vers notre position originale. Parce que si originalement on n'aurait jamais accepté que les États-Unis, si on veut, que Israël maintienne son contrôle sur la bande de Gaza, que le statu quo essentiellement. Si on dit le statu quo est inacceptable, mais qu'on dit, attends un peu, on peut aussi prendre le contrôle de la bande de Gaza. Soudainement, le statu quo devient une position désirable, devient une position consensuelle et réciproque. Ce qui peut sembler un peu étrange, mais regardez avec le Canada. On commence par nous dire, d'un côté, fenêtre de négociation, encore une fois, est très étroite, où on veut un certain nombre de concessions commerciales. Le Canada dit non, vous dites oui. OK. Si on élargit la fenêtre de négociation, qu'on dit, on va entièrement éliminer l'accord de libre-échange. OK. Pire, on va mettre des tarifs de 25%. Pire, on va assimiler votre pays au complet puis on va l'annexer. Soudainement, la position on négocie plus dans cet espace-là. On négocie dans cet espace au complet. Et la position canadienne n'est plus ici. On est content de se trouver ici. Parce qu'on vient d'éliminer l'annexion, on vient d'éliminer les tarifs de 25%. Et là, soudainement, le Canada est presque content aujourd'hui de se retrouver avec des tarifs de 25% sur l'aluminium et l'acier seulement. Yes!
On nous aurait annoncé ça initialement, dans une fenêtre très étroite. On aurait catastrophisé tout ça. On aurait négocié contre. On se serait battu pour le statu quo. Donc Trump, j'imagine, en ce moment, c'est pourquoi je vous parle de tout ça, c'est qu'il est important de comprendre sa négociation. Et le Moyen-Orient, en ce moment, c'est vraiment hilarant, est un peu en train de se faire canadiser, si on veut. J'en parlais avec Nicolas tout à l'heure avant qu'on entre en onde. Il est tout à fait normal, les Européens, le Moyen-Orient, l'Asie, le reste du monde ne suit pas beaucoup ce qui se passe en Amérique du Nord. Et cette séquence absolument spectaculaire à travers laquelle on a beaucoup appris sur les États-Unis, sur la manière de Trump de négocier, justement sur cette question d'intolérable, d'indésirable, sur cette question de fenêtre de négociation qui s'élargit. On a vu ça au Canada, on y a assisté et on a beaucoup appris. On a compris qu'il fallait pas nécessairement réagir à la position la plus extrême. Parce qu'on joue le jeu, on se trouve nous-mêmes à élargir la fenêtre de négociation en changeant notre posture. Il faut même pas prendre acte de cette proposition. Et donc, on voit Trump qui lui-même reconnaît que, ouais, non, c'est un peu une long shot, l'idée d'annexer le Canada. C'est très bien que c'est une long shot. C'est très bien que c'est pas une demande raisonnable. Mais en la mettant sur la table, on élargit la fenêtre et on tire la position réciproque, la position gagnante, beaucoup plus loin en sa faveur. Alors, nous, on a vu ça. On a appris. Le Canada a eu une séquence absolument fascinante. Mais le reste du monde n'a pas vu ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de tomber exactement dans les mêmes pièges dans lesquels sont tombés le gouvernement canadien au cours des dernières semaines et des derniers mois. Alors que, on panique. On prend au sérieux la proposition à la lettre parce qu'on la met sur la table. Elle dit qu'elle allait prendre le contrôle de Gaza. Écoute, on va réagir à cette proposition. Et, clairement, c'est pour élargir la fenêtre de négociation. Est-ce que les États-Unis vont réellement déployer des troupes à aller sur place? Et si j'avais à mettre un pari, je vous dirais que non. Si j'avais à mettre un pari, je vous dirais il y a autant de chances que les États-Unis prennent la bande de Gaza qu'ils envahissent le Canada. C'est un exercice de négociation. Trump ne va pas le dire, naturellement. Il peut pas l'avouer ouvertement. Il va s'échapper un peu à gauche, à droite, comme il l'a fait avec le Canada, à reconnaître que je sais qu'on les aura pas comme 51e État, mais je vais continuer à demander ça. Et d'un autre côté, vous voyez Justin Trudeau, qui se déplace ensuite pour aller parler avec des chefs d'entreprise, avec des politiciens, des scientifiques, avec la haute société canadienne, si on veut, pour faire une espèce de pow-wow et essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et qu'est-ce qu'il dit à ce beau monde? Il leur dit, Trump est sérieux. Trump veut vraiment prendre le contrôle du Canada. C'est une vraie demande. Ça motive, si on veut, une réponse et ça active la négociation d'une manière absolument inédite. Donc, pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient, j'ai l'impression que c'est à quoi on est en train d'assister en ce moment. Trump est plus en train d'essayer de pousser les pays arabes à ajuster leur posture. Une posture qui a longtemps été « Non, on veut absolument un État palestinien, il faut absolument que ce soit Israël qui s'occupe de ça, et Israël doit dédommager, Israël doit reconstruire, et Israël doit... » C'était ça la posture de négociation. Légitime. Mais Trump décide de l'élargir jusqu'à dire « OK, on prend le contrôle. » Et voilà, soudainement, alors, OK, non, vous prenez pas le contrôle, on va reconstruire Gaza. C'est ce qui va se produire. Prenez bonne note. Je vous avertis, c'est ce qui va se produire. C'est que Trump nous dit aujourd'hui, en plus, il nous dit même pas qu'on va prendre il dit, ils vont prendre la facture. Qui va payer? Je sais pas, c'est pas à nous de payer. C'est pas à nous de payer. Nous, on va le faire. Nous, on va mener l'opération. Nous, on va occuper, on va prendre le contrôle, on va organiser tout ça de la manière dont on le présente. Trump nous dit qu'il n'y aurait même pas de soldats américains. La porte-parole de la Maison-Blanche nous dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains. Pete Hegseth, secrétaire du département de la Défense, nous dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains non plus qui seraient déployés, du moins pas dans la formule qu'on nous présente actuellement. Donc, visiblement, à mon sens, ce que Trump est en train de faire, c'est de dire, regarde, on va prendre le contrôle puis on vous envoie la facture. Pour les pays arabes, on dit, attends. On va prendre le contrôle et on va prendre la facture. Quitte à payer pour reconstruire Gaza, quitte à payer pour reloger les Palestiniens. On est prêt à payer pour reconstruire Gaza, mais on va pas prendre les Palestiniens. Et voilà, soudainement, comment on déplace la posture de négociation. Et là, soudainement, on va se retrouver avec un développement au Moyen-Orient. On va se retrouver avec quelque chose qui débloque. Et je suis pas en train de vous dire que c'est une proposition, encore une fois, morale ou quoi que ce soit, mais il faut reconnaître que ça déplace la négociation.
Absolument, c'est extrême. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est extrême. Ça fait des États-Unis une force coloniale au Moyen-Orient, un pays qui prend le contrôle d'un territoire pour en faire sien, pour le développer, pour ses intérêts. Trump nous disait initialement qu'on allait reloger les Palestiniens de manière un peu temporaire, en attendant. Aujourd'hui, on le reconnaît. En fait, ce matin, la Maison-Blanche reconnaît, à travers, confirmé par l'entrevue de Donald Trump durant le Super Bowl ce dimanche, que ce serait de manière permanente, que les Palestiniens seraient déplacés vers d'autres pays, qu'une fois qu'ils seraient à cet endroit, ben écoutez, Trump nous dit, il serait tellement bien. Il y aurait du bon logement, il y aurait de la meilleure infrastructure, ils n'ont pas besoin de retourner à Gaza, ça prendrait des années de toute manière à reconstruire ça. Donc, c'est un effort colonial. C'est les États-Unis qui prennent le contrôle de Gaza pour eux-mêmes et qui en font essentiellement un Porto Rico ou un Guam, ou une extension du territoire américain, pas entièrement intégré constitutionnellement, mais quand même une dépendance, si on veut. Est-ce qu'on en fera des condos? Est-ce qu'on en fera du... Chose est sûre, c'est qu'on le fera pas à perte. Encore une fois, on revient à la méthode Trump, où il n'est pas question d'isolationnisme. Pour plusieurs, on nous parle beaucoup d'isolationnisme, comme quoi Trump serait une manifestation, un retour des États-Unis à l'isolationnisme. Ce que j'estime est vraiment une mauvaise manière de le décrire. En fait, il serait plus question, je crois, pour Trump, de transactionnalisme. Les États-Unis sont loin d'être en train de se retirer de l'international, sont loin d'être en train de se retirer que ce soit du Moyen-Orient, que ce soit de l'Europe ou quoi que ce soit. Parlez-en d'ailleurs au Panama, parlez-en au Groenland, parlez-en au Canada, parlez-en à la Palestine aujourd'hui. Parlez-en aux membres de l'OTAN qui se font demander de tripler leur budget militaire. Les États-Unis ne sont pas en train de se retirer de l'international. Au contraire, c'est plus le bon terme serait plus transactionnalisme. Ce que tente de faire Trump, c'est de transactionner. Ils sont pas contre les alliances, il n'est pas contre le commerce international, il n'est pas contre... Mais il faut que les États-Unis en tirent un dividende. C'est la condition, c'est une canonne. Si les États-Unis ne tirent pas avantage d'un échange quelconque, d'une interaction, tout ça sera catégorisé en fonction de est-ce qu'on en tire quelque chose. Donc encore une fois, si on en revient avec Israël, Moyen-Orient, etc., c'est un très bon exemple de tout ça. Est-ce que c'est de l'isolationnisme quand les États-Unis, l'administration Trump, nous propose de prendre le contrôle de la bande de Gaza? De déployer des forces américaines, possiblement, du moins des ressources et de l'argent américain, pour aller prendre le contrôle d'un territoire à l'étranger, pour organiser le monde selon ce qu'on pense préférer. C'est tout sauf de l'isolationnisme. De l'isolationnisme, ce serait dire on n'a pas de responsabilité là-dedans, c'est pas de nos affaires, on n'a pas de rôle à jouer, on doit se concentrer sur nos affaires, sur nos intérêts directs. Nos intérêts relèvent beaucoup plus de notre sphère d'influence que de le Moyen-Orient, l'Europe, etc., l'Asie. C'est loin d'être la doctrine Trump. La doctrine Trump, c'est le transactionnalisme. On est prêt à faire n'importe quoi tant qu'on en tire un avantage transactionnel. Il n'y a pas d'idéologie sous-jacente, il n'y a pas de « on aime la gauche, on aime la droite, on aime le ci ou ça ». On aime ce qui tire, ce qui rapporte un avantage aux États-Unis. Donc, pour ce qui est encore une fois, la question de Israël, Moyen-Orient, Gaza, etc., Trump vient récemment d'annoncer la création d'un fonds souverain, donc d'un fonds essentiellement où on va placer les revenus dégagés par certaines activités de l'État. Au lieu de les réinvestir directement dans le gouvernement, on les place plutôt dans un fonds souverain, un fonds d'investissement qui va placer de l'argent à l'international. Trump a manifesté rapidement son intention d'utiliser ce fonds souverain pour les activités internationales des États-Unis, pour toutes ces ententes qu'il réalise. On nous disait notamment par rapport aux crypto-monnaies que le fonds souverain devrait intervenir là-dedans. On nous parlait ensuite de toute la question du développement de TikTok et apparemment que les États-Unis devraient utiliser leur fonds souverain pour posséder, si on veut, une portion de TikTok jusqu'à 50%. Un dossier qui est encore pas complètement réglé d'ailleurs. Donc Trump semble avoir des visées sur le fonds souverain également pour ce qui est de Gaza. À développer Gaza pour des motivations transactionnelles, en sachant que ça va être payant, en sachant qu'on a une opportunité de faire un profit, des milliards de dollars qui dorment ici en développement, en investissement. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est seulement réaliste? Écoutez, j'avoue que j'en doute, là. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve Gaza. Juste logistiquement, d'être en mesure d'évacuer les gens, c'est une première question. C'est une énorme question. Deuxième, est-ce qu'on fait avec les débris? Prendrait des années juste pour remettre le territoire à un état où on pourrait construire dessus. Ensuite, on n'a pas d'aqueduc, on a tout juste des services d'électricité, on a énormément à faire avant rien que d'être prêt à commencer. Donc, cette idée de Trump de dire on va reconstruire et essentiellement ajouter une extension à Israël. Parce que si vous regardez Israël, c'est un pays développé. C'est un pays, on pourrait dire un pays riche. Mais on veut faire la même chose avec Gaza. Construire Gaza et l'amener au même niveau qu'Israël, essentiellement. Quand on nous parle de la Riviera du Moyen-Orient, clairement, c'est qu'on n'imagine pas un grand camp de réfugiés. On imagine vraiment un endroit avec un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie, un développement important au niveau économique. Les États-Unis, là-dessus, devraient... C'est des milliards et des milliards de dollars. Les Américains nous disent ce sera pas nous, ce sera l'Arabie Saoudite, ce sera les pays de la région qui vont prendre la responsabilité. Et encore une fois, on revient tout à l'heure, si les pays de la région étaient pour déployer des milliards de dollars, ils diraient écoutez, voici ce qu'on va faire et c'est ce qui va probablement arriver. On va prendre la facture, on va effectivement reconstruire Gaza, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et 5 ou 6 autres pays qui vont ensemble créer un fonds d'une 60aine de milliards de dollars et on va aller reconstruire Gaza avec une force de maintien de la paix internationale. J'imagine que ce sera probablement ce qui va se passer. Parce que on n'acceptera pas que ce soit les États-Unis qui prennent le contrôle de Gaza. Les pays de la région vont pas accepter ça. Ils accepteront pas non plus que ce soit Israël. Israël n'acceptera pas que ce soit le Hamas. Donc, on est un peu dans une impasse là-dessus. Si on est pour garder les Palestiniens sur le territoire, quelqu'un doit les administrer, quelqu'un doit s'assurer qu'il y a une perception des revenus de taxes, doit s'assurer qu'il y a une certaine sécurité, doit s'assurer qu'il y a des services sociaux qui sont fournit des services publics. Naturellement, il devrait y avoir une forme d'autorité. Et si on n'accepte pas que c'est Israël, sans quoi ce serait une forme de prise de contrôle, ce serait une forme d'annexion de la bande de Gaza, les pays arabes devraient fournir une force de maintien de la paix. Est-ce que cette force de maintien de la paix pourrait contenir des éléments américains, des éléments occidentaux? Peut-être. Mais j'ose imaginer que ce serait probablement surtout assumé par les pays arabes parce que ils voudraient reprendre l'initiative sur la question palestinienne. Ils voudraient surtout pas que ça devienne, OK, d'abord, vu qu'on s'en occupe pas assez, les Américains vont en prendre entièrement charge et faire quelque chose qu'on estime intolérable. On préfère faire l'indésirable, lever la main, aller fournir des ressources, de l'argent et s'impliquer directement en Palestine, ce qu'on a toujours refusé de faire, ce que personne ne veut faire. Mais aujourd'hui, justement, si vous voulez pas le faire, quelqu'un va le faire à votre place et probablement que les résultats ne vous plairont pas. C'est le message de l'administration Trump et c'est ce qu'on est en train de mettre sur la table. Donc, la proposition elle-même d'évacuer les gens à l'extérieur, il y a d'abord la question de savoir comment est-ce qu'on ferait ça exactement. Au-delà juste encore une fois, moi j'y crois pas. Je pense que c'est de la négociation. Je pense sérieusement que c'est une tentative d'élargir la fenêtre de négociation. Et quand je dis les pays arabes se sont fait canadiser, c'est ce que je veux dire. C'est que nous, on a vu ça, on l'a appris, on le sait. On a l'expérience canadienne pour comprendre. Attends un peu. Il sait qu'il peut pas nous annexer, mais il dit ça quand même. Et il continue de le répéter. Il va le maintenir parce que c'est sa manière de garder la fenêtre aussi large que possible. Attendez-vous pas nécessairement à ce que les États-Unis soient entièrement sérieux et commis à prendre le contrôle de la bande de Gaza. Probablement qu'ils essaient d'élargir encore une fois. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que les pays arabes ne vont pas recevoir ça avec une certaine énergie, qu'ils vont pas essayer de leur côté de motiver les États-Unis à faire autre chose. Mais si on décide quand même de prendre les États-Unis au sérieux et de dire « Parfait, ils vont le faire », alors, déplacer les gens, c'est la première question. Où est-ce qu'on les envoie? On l'a mentionné. Les pays de la région ne veulent rien savoir. Deuxièmement, la question physique, de dire reconstruire Gaza. Ça, c'est le deuxième élément qu'on couvre, à se dire « Qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir des débris pendant des années. Ensuite, peut-être construire. Avec l'argent de qui? » Encore une question, on ne sait pas. Cet argent finit par arriver. Qui a la charge de construire? Les États-Unis nous disent « On va gérer l'opération ». Mais en même temps, on ne paie pour rien. Donc, beaucoup de détails là-dessus qui n'ont aucun sens. Ensuite, pour ce qui est de la réception par les pays arabes, on en a parlé tout à l'heure. En fait, tant par les pays arabes que par les pays occidentaux, à peu près tout le monde lève les mains en l'air en disant « ça n'a aucun sens, cette proposition. On ne peut pas l'endosser.
Et déjà, on voit les lignes un peu se tracer. On voit ce qui est en train de se produire. Alors que l'Arabie saoudite trace une ligne. Pendant un bon moment, on se demandait comment allait se positionner l'Arabie saoudite vis-à-vis Israël après la guerre, parce que l'Arabie saoudite, on se souvient, était sur le point de signer la normalisation avec Israël juste avant l'éclatement de la guerre entre le Hamas et Israël. Donc, on a regardé un peu dans l'autre direction, on a attendu que le conflit se termine et on était encore visiblement prêt à négocier avec les États-Unis et à mener la normalisation une fois la guerre terminée. Maintenant, les Américains nous parlent d'un Gaza américain, un Gaza sous contrôle des États-Unis et soudainement, que font les Saoudiens? On veut 2 États. Ramène sur la table la question de 2 États et on exige encore une fois une solution avec un État palestinien. Donc, les Saoudiens sont en train d'essayer de rééquilibrer l'échange là-dessus. La Turquie, même chose. La Turquie serait clairement un acteur extrêmement impliqué dans tout ça et il ne faut pas penser que la Turquie permettrait ce genre de choses. La Turquie serait probablement un des pays, en fait, qui déchirait le plus sa chemise. Erdogan tient beaucoup au symbolisme derrière tout ça. Erdogan est devenu, depuis un certain nombre d'années, le porte-parole, si on veut, de la cause palestinienne dans le monde musulman. Et Erdogan serait extrêmement heureux d'avoir une opportunité de se démarquer auprès de ses pairs en faisant sienne la cause palestinienne une fois de plus. Donc, nécessairement, moi, je crois que les pays de la région n'accepteraient pas ça. Encore une fois, pour ce qui est des implications pratiques, si on nous parle de renvoyer des soldats américains dans la région, c'est quelque chose aussi qui a des implications très sérieuses pour les États-Unis. Donald Trump nous a dit plusieurs occasions qu'on voulait arrêter de s'impliquer à l'international, qu'on voulait arrêter, du moins, de déployer les forces américaines dans des guerres perpétuelles. On a beaucoup critiqué la guerre en Irak, beaucoup critiqué la guerre en Afghanistan, la campagne au Moyen-Orient de manière plus générale. Il serait une énorme contradiction pour les États-Unis aujourd'hui de dire, on va aller faire du nation building essentiellement au Moyen-Orient pour construire la bande de Gaza et ensuite en faire quoi? Une bonne question. En faire une bande de condos qu'on va opérer et distribuer les revenus dans le fonds souverain. C'est ce que je veux dire par il manque tellement de détails que ça ne peut seulement qu'être vu comme une tactique de négociation. Le seul autre exemple facile à utiliser, c'est vraiment le Canada avec le 51e État. Et je vous le mentionnais dans les revues de presse précédentes à vous dire, ça sent la merde parce qu'il nous parle de 51e État. S'il nous disait 5, 6 États, s'il nous disait on organise une conférence constitutionnelle en Amérique du Nord et on évalue avec tous les partenaires si on pourrait pas avoir une union continentale et comment est-ce qu'on pourrait maximiser notre collaboration, on aurait vu, il y a une tentative sérieuse de fusionner avec le Canada. On veut trouver une solution pragmatique, applicable. Là, quand on nous parle de 51e État, c'est pas réaliste, ça représente pas la réalité régionale. Visiblement, il a pas réfléchi. Et c'est ce que je voulais dire par c'était l'indice, c'était la fumée qui montrait le feu, d'une certaine manière. Ça nous montrait que Trump était pas sérieux parce qu'il nous parlait de 51 États seulement. Pour ce qui est du Moyen-Orient, encore une fois, il y a beaucoup de signes qui nous indiquent que c'est pas sérieux, que c'est de la négociation. Le fait qu'on n'a pas parlé à personne, qu'on a réfléchi la solution essentiellement à voix haute. Et là-dessus, d'ailleurs, des articles fascinants. Un article du New York Times apparu dans les heures suivantes nous indiquant que Benjamin Netanyahou lui-même était à peine au courant de la proposition lorsqu'on l'a évoqué pour la première fois. Que Trump, quelques minutes avant la conférence de presse avec le premier ministre israélien, lui a mentionné qu'il s'apprêtait à annoncer la chose. À annoncer que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza. Pas qu'il y avait l'idée qu'ils allaient le faire. Et ça a donné lieu à une scène absolument hilarante, une scène tout droit sortie d'un épisode de The Office où vous voyez Netanyahou qui se tient à côté de Trump pendant que Trump parle de cette proposition et les yeux de Netanyahou qui... Il ne croit pas à ce qui est en train de se produire. Il ne croit pas qu'il se tient à côté du président américain qui dit qu'on va évacuer tous les Palestiniens et créer une riviera américaine dans la bande de Gaza, construire des condos et des hôtels. Netanyahou, il se retient pour ne pas exploser de rire. C'est réellement, honnêtement, c'est spectaculaire à voir comme scène et c'est seulement compréhensible quand on sait que Netanyahou entendait pour la première fois les détails de la proposition et qu'il devait être
aussi confus que tout le monde dans la pièce. Les conseillers de Donald Trump, personne n'a été au courant, personne n'avait été informé de tout ça. Donc, encore une fois, ça me semble une tentative d'élargir la fenêtre de négociation autant que possible, d'amener les pays arabes, d'amener les Palestiniens, d'amener le Hamas, d'amener tout le monde à aller à un endroit où ils ne voulaient pas aller initialement. Est-ce qu'on va avoir une solution à 2 États? Ça se peut que c'est ce qu'on est en train de briser en ce moment. C'est donc la méthode Trump, c'est le transactionnalisme. Canada, on se parlait la semaine dernière des différentes propositions sur la table et je vous évoquais mon enthousiasme vis-à-vis cette période, cet exercice auquel on assistait où tout le monde au Canada essaie d'améliorer le pays. Ça faisait des années, si on veut, qu'on ne parlait plus d'enjeux stratégiques, on parlait plus d'enjeux territoriaux, on parlait plus d'enjeux économiques. La question de la cohésion nationale. Le Canada, je dis souvent, c'est 13 pays dans un trench coat, c'est 13 provinces qui décident d'être un pays ensemble et de s'appeler pays, alors qu'au fond, 13 économies complètement différentes, 10, je devrais dire, en fait, là, des économies séparées, avec des paramètres séparés, avec des manières de fonctionner, une culture qui est pas beaucoup de cohésion. Le Canada avait beaucoup de problèmes à régler. Depuis les années 90, 2000, le Canada est tombé dans une espèce d'état de somnambulisme où on était le caniche de Washington sans vraiment avoir d'ambition de devenir quoi que ce soit d'autre. Et tout ça, ça a créé, si on veut, cet état de captivité dans lequel on se trouve aujourd'hui. La passivité a entraîné la captivité du Canada. Et je trouvais donc extrêmement enthousiasmant de voir qu'aujourd'hui, à mesure du fait que notre relation avec les États-Unis est de plus en plus incertaine et de plus en plus instable, le Canada cherchait des portes de sortie, à se dire comment est-ce qu'on peut être meilleur, avoir notre propre identité. Et ça, je trouve ça fantastique. On avait donc des gens qui nous parlent de réduire la charge fiscale, de baisser les impôts, les taxes, la bureaucratie, d'ajouter un peu plus de flexibilité. On nous parle de développer de nouvelles industries, de diversifier nos relations avec les autres partenaires. Et tout ça, je me dis, oui, plus de ça, plus de ces propositions. On veut voir l'élite canadienne, l'intelligentsia, les brillants, la crème de la crème nous amener des propositions. Nous dire, voici ce qu'on a en tête. Et donc, la semaine dernière, en toute humilité, je vous proposais certaines options pour le Canada, de s'émanciper des États-Unis, de devenir un peu une Suisse, une Norvège, de devenir une Suède, un Qatar, de devenir un État un peu plus axé sur la neutralité, sur une empreinte multilatérale à travers le monde, où on dit, puisqu'on est justement captif des États-Unis, puisqu'on sait qu'on n'a pas le choix en raison de la nature géographique de notre position, en raison de la nature de notre position géographique, on n'a pas le choix de vivre dans l'orbite et de marcher dans les pas des États-Unis. Mais on va essayer autant que possible de diversifier nos relations. Puisque justement on n'a pas le choix d'être collé après Washington, on va essayer autant que possible de trouver des alternatives et de vivre en dehors de cette orbite lorsqu'il est possible de le faire, d'avoir des ententes avec des pays européens, d'avoir des forums qui excluent les États-Unis, avec lesquels on peut participer, avec des pays scandinaves, avec l'Europe, avec des pays pacifiques, asiatiques. On a beaucoup de possibilités de ce pays qui a des côtes sur l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le Canada, par sa présence dans l'Arctique, a également un potentiel énorme. Donc, beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, ce qu'on nous met sur la table, vous avez vraiment, si on veut, un point tournant. Alors que d'un côté, certains veulent s'aligner et apaiser les États-Unis et devenir encore plus près de Washington d'une manière en étant un pays plus responsable. Et la manière donc d'éviter, si on veut, cette nouvelle crise avec Washington et une répétition de ce qui vient de se produire, de cette période de captivité, ce serait d'apaiser Washington, de lui faire plaisir, de lui faire des cadeaux et de s'assurer que, à l'avenir, les piliers de la collaboration soient plus solides. Donc, un des éléments qui est soulevé aujourd'hui par le ministre de la Défense canadienne, le ministre de la Défense du Canada, c'est de rejoindre le bouclier antimissile américain, qui est actuellement un projet. On n'a toujours pas de bouclier antimissile aux États-Unis. Il y en a un, en fait, un effort qui a été déployé au cours des années 90, 2000. Le Canada a choisi de ne pas rejoindre ce premier bouclier antimissile, d'abord parce que ce n'était pas très performant. Il faut le comprendre. L'interception de missiles intercontinentaux, c'est pas très avancé. Dans le meilleur des cas, on est capable d'avoir un taux de succès autour de 20-30%. Et ça, c'est dans des conditions où on sait exactement à quel moment on lance le missile, de quel endroit il part, quelle va être sa trajectoire, à quel moment il va tomber et où est-ce qu'il va tomber. Et quand même, on a de la difficulté à l'intercepter avec un seul. Donc, imaginons un scénario avec une vingtaine, une trentaine, des milliers d'ogives, de missiles qui sont lancés en même temps.
il y aurait probablement une difficulté à intercepter tout ça. Et c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le savait. Donc, le Canada a résisté à rejoindre le bouclier antimissile, cet effort américain, depuis des décennies. On n'y voyait pas d'avantage, puis c'était aussi une manière, si on veut, de garder un peu de souveraineté. Aujourd'hui, le Canada se dit prêt à rejoindre le nouveau projet américain de bouclier antimissile. Trump, on le sait, a cette fascination vis-à-vis le bouclier Iron Dome, le dôme de fer en Israël, qui est un bouclier, il est important de le comprendre, qui est à courte portée. C'est pas la même chose de défendre contre des missiles qui sont lancés à quelques dizaines, tout au plus quelques centaines de kilomètres, que de défendre contre des missiles qui viennent de l'autre côté de la planète, qui ont voyagé littéralement dans l'espace avant de se frapper sur leur cible. Ce sont des missiles beaucoup plus difficiles à intercepter, qui dans plusieurs cas sont tout simplement impossibles en fait à intercepter. C'est souvent, quand vous entendez parler de ces missiles hypersoniques de la Russie, etc., c'est de quoi il est question. On parle souvent de missiles intercontinentaux. Arrêter des roquettes, arrêter des missiles qui sont lancés de l'autre côté de la frontière, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ils montent à moins d'altitude, vont moins vite, sont plus prévisibles, etc., moins précis. Bref, tout ça pour dire, Trump prend une photo de ce bouclier de fer qui existe, de ce dôme de fer qui existe à Israël, et se dit, on aimerait être capable de grossir ça considérablement pour couvrir l'entièreté du territoire américain. C'est une proposition qui ne tient pas la route. Encore une fois, ça n'a aucun sens et visiblement, Trump ne comprend pas comment fonctionnent les systèmes antimissiles là-dessus. Ne me prenez pas au mot, là. Allez lire là-dessus. Il n'y a aucun système antimissile qui permet d'intercepter de manière fiable des missiles intercontinentaux. Donc, peut-être que c'est ce que veut faire Trump. Peut-être qu'il veut développer un moyen de le faire. Peut-être. Le Canada dit aujourd'hui, on va le faire avec vous. C'est moins une tentative sérieuse d'assurer la défense du territoire canadien que c'est une tentative d'apaiser les États-Unis, encore une fois. Et là-dessus, je trouve qu'on fait erreur. Vous comprenez, vis-à-vis ce qu'on discutait la semaine dernière de toutes les possibilités pour le Canada et des besoins pour le pays de devenir plus sérieux, plus crédible et de s'émanciper un peu de sa dépendance des États-Unis, c'est de dire, il faut faire très attention, là. Si on parle d'un nouveau projet de défense commune nord-américaine, peut-être qu'on devrait y résister. Peut-être qu'on devrait voir qu'est-ce qu'il y a comme avantage pour le Canada. Est-ce que la Corée du Nord et la Chine ont vraiment l'intention de bombarder Vancouver demain matin? Ou est-ce que c'est pas une menace qui est concentrée sur les États-Unis et qu'on invite sur notre territoire en se collant aux États-Unis? Est-ce que la Corée du Nord frapperait le Canada si c'était pas un allié aussi proche de Washington, si on le considérait pas comme une extension militaire des États-Unis? Absolument pas. Puis la Chine, probablement qu'on aurait une meilleure relation si on suivait pas systématiquement dans les pas de Washington. Donc, c'est ce que je veux dire, il faut faire attention, là. Les États-Unis ont des ennemis. On n'est pas obligé d'en faire les nôtres. On n'est pas obligé de marcher dans leurs pas là-dessus et de sélectionner chacun de leurs ennemis pour les recruter pour qu'ils deviennent aussi nos ennemis à nous. Là-dessus, je trouve qu'il y a un peu une naïveté de la part du Canada à cette idée de rejoindre le bouclier antimissile américain comme si d'abord, comme si ça avait le moindre impact au niveau de la sécurité, mais encore plus que ça, étant donné que ça n'a aucun impact, ça devient du symbolisme. Pourquoi on voudrait être vu comme encore plus collé aux Américains? J'avoue que je comprends pas la stratégie là-dessus. Je trouve au contraire que la proposition qui a été mise sur la table cette semaine, notamment par Chrystia Freeland, est beaucoup plus intéressante. Chrystia Freeland, on comprend, cette ministre des Finances qui s'est retirée du gouvernement Trudeau, qui a un peu causé l'effondrement du gouvernement Trudeau qui a suivi ensuite. Madame Freeland qui se présente aujourd'hui pour devenir première ministre du Canada en étant chef du Parti libéral et qui nous propose de devenir, pour le Canada, de devenir une puissance énergétique. Super puissance énergétique, pour reprendre ces termes. Il est absolument vrai que le Canada a des possibilités là-dessus, notamment sur la question du gaz naturel liquéfié. Et c'est là, je pense qu'on a beaucoup plus de potentiel en termes d'avancement stratégique, d'avancement économique, de posture pour le Canada, que de dire on va rejoindre le bouclier antimissile américain puis on va encore plus s'aligner avec Washington. Ça, je vous avoue, je trouve ça complètement ridicule. Au contraire, si le Canada décidait de faire quelque chose comme ça, il devrait développer son propre système antimissile ou développer un système conjointement avec d'autres pays que les États-Unis.
ne devrait pas nécessairement sauter et lever la main pour rejoindre chacune des organisations sécuritaires américaines, sachant qu'il est déjà condamné à participer à l'OTAN, participer au NORAD, participer à un espace aérien conjoint, à des eaux territoriales qu'on partage à beaucoup d'égards. On a déjà des liens sécuritaires très forts avec les États-Unis. On n'a pas besoin de double down là-dessus, à mon avis. Chrystia Freeland qui nous dit plutôt le Canada devrait mettre son doigt dans la géopolitique mondiale, devrait mettre un peu plus de poids dans la balance en étant un exportateur d'énergie dans les marchés, autant en Europe, à travers le gaz naturel liquéfié, mais aussi en Asie, pour la Chine, le Japon, même pour certains pays comme le Vietnam, Cambodge, etc., Australie, qui pourraient être intéressés à acheter de l'énergie au Canada. Le gaz naturel liquéfié canadien, actuellement, est largement sous-exploité. Le Canada a beaucoup de gaz naturel, sera en mesure de tant d'en extraire que seulement d'utiliser ce qui est actuellement extrait à travers le pétrole. Vous le comprendrez qu'on produit du gaz naturel seulement c'est un produit dérivé de la production pétrolière, donc on en a déjà une certaine capacité de production. D'ailleurs, on a proposé il y a quelques années le projet GNL, le projet qui était pour exporter du gaz naturel liquéfié par bateau de l'Alberta à partir du fjord du Saguenay. Ça aurait permis donc d'envoyer des navires chargés de gaz naturel liquéfié jusqu'au marché européen. Et ça a été un débat extrêmement controversé au Québec. Plusieurs ont évoqué les enjeux environnementaux, d'autres ont évoqué qu'il y avait une diversification à travers le monde, que c'était pas le bon moment d'investir dans les hydrocarbures, qu'il fallait plutôt s'orienter vers le développement durable. Et donc le Canada, sans nécessairement refuser le projet s'est tué de lui-même. Parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de résistance. Le projet est essentiellement mort dans l'œuf. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait un intérêt pour relancer GNL. Pas de la part du consortium, pas de la part des gens qui voulaient mettre GNL de l'avant initialement, de l'entreprise privée, mais bien du gouvernement lui-même. Le gouvernement qui nous dit, à travers Chrystia Freeland et à travers un certain nombre d'intervenants au gouvernement fédéral, que GNL pourrait aujourd'hui s'inscrire dans les intérêts stratégiques du Canada, que si le Canada décidait d'exporter du gaz naturel liquéfié, il aurait besoin de terminal et que GNL, le projet au Saguenay, serait une option viable. C'est un investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars. En fait, c'était le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Donc, de réactiver tout ça, c'est un débat important, je crois. C'est un débat sur le positionnement du Canada à long terme. Quand on décide de rentrer dans l'industrie du gaz naturel liquéfié, on y est pour rester. On devient un acteur du marché énergétique mondial. Et d'ailleurs, ça nous ramène, justement, on en parlait un peu en ouverture d'émission, à cet épisode absolument fascinant et pathétique en même temps, dans lequel le premier ministre japonais, le chancelier allemand et un certain nombre d'intervenants européens s'étaient déplacés au Canada au début de la guerre avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, pour supplier le Canada d'exploiter son gaz naturel liquéfié et de l'exporter sur les marchés européens. Littéralement supplier, et vers le Japon, supplier le Canada en disant « Vous avez une perturbation majeure actuellement en Europe. Visiblement, ça va durer. On va pas se remettre demain matin à acheter le gaz naturel de la Russie. » C'est ce que disaient les clients passés. On préférerait acheter du gaz naturel du Canada. Vous devriez développer votre industrie. Construisez-vous du terminal et nous serons clients. Et Justin Trudeau a refusé. A littéralement refusé l'offre. Ils sont déplacés au Canada expressément pour formuler cette demande. Le Canada devait se lever, remplir, prendre la place de la Russie. Il y avait une opportunité économique énorme. On s'entend développer des marchés dans le gaz naturel, dans l'industrie de l'énergie en général. Ça prend des années. C'est très long. Et les parts de marché qui étaient acquises par la Russie étaient des parts de marché extrêmement désirables. Dans un marché stable, dans un marché prévisible, celui de l'Europe. Et le Canada a sauté son tour. Parce que c'était incompatible avec les visées environnementales du gouvernement Trudeau, parce qu'il était maintenu au pouvoir par le NPD, parce que Justin Trudeau a décidé de dire non, ce n'est pas une orientation que le Canada veut poursuivre. Regardez ailleurs.
Et donc, les États-Unis, tous les pays, tous ceux qui avaient un intérêt dans la stabilité du marché énergétique mondial se sont immédiatement retournés vers qui? Vers le Qatar, vers les pays africains comme le Nigeria, vers le Venezuela, vers l'Iran. C'est ça qu'on a fait. On s'est mis à retourner des roches partout en essayant de trouver des moyens de stabiliser le marché énergétique mondial. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on avait un peu une détente avec le Venezuela, une espèce de détente avec l'Iran. C'est parce qu'on avait besoin de leur énergie à cause de la perturbation de la guerre en Ukraine. Le Canada, c'était un rendez-vous raté avec l'histoire. Un rendez-vous raté. Chrystia Freeland, aujourd'hui, nous dit « On devrait réexplorer cette possibilité. C'était une erreur. » On aurait dû développer GNL, on aurait dû répondre oui à la demande des marchés internationaux, on aurait dû avoir une présence là-dessus. Et aujourd'hui, le Canada serait dans une bien meilleure position vis-à-vis des États-Unis si on avait des industries locales, si on exportait notre énergie en dehors de juste un seul client, les Américains, qu'on avait des amis, qu'on avait des pays ailleurs aussi, ça c'est très important, d'autres pays qui auraient un intérêt à la stabilité économique du Canada, qui aurait intérêt à ce que notre pays reste un pays. On aurait des alliés, des partenaires naturels. Hey, tout le monde regarde cette espèce de crise entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a personne. Nobody's got a dog in this fight. Tout le monde nous regarde en se disant, c'est pas de nos affaires. Même si le Canada disparaît demain matin, en dehors du précédent que ça crée, pour eux, ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont pas de relation avec le Canada, ils n'ont pas d'amitié, ils n'ont pas de forum commun, ils n'ont pas d'accord particulier. Ils n'ont pas de forum militaire, ils n'ont pas d'entente de défense. Ils n'ont rien à faire de ce qui arrive au Canada. Mais si c'est votre plus gros fournisseur d'énergie, par exemple, s'il y a un apport considérable dans votre énergie mix à travers le gaz naturel, à travers le pétrole, à travers même l'hydroélectricité, l'électricité vers les États-Unis, le Canada a vraiment une possibilité de devenir effectivement une super puissance énergétique. Il y a un potentiel pétrolier énorme dans le secteur des prairies, un potentiel gazier énorme partout dans la vallée du Saint-Laurent. Certes, on ne veut pas y toucher, je comprends, mais même si on s'en tenait juste aux prairies et même aux maritimes, le Canada serait suffisant, aurait suffisamment de ressources pour alimenter beaucoup de partenaires et, c'est important de le dire, serait plus prospère. Les Canadiens s'en rendraient compte. On serait plus riches, collectivement. Individuellement, tout le monde serait plus riche dans un pays avec plus de développement économique. On a choisi de pas faire ça parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce que on reste quand même, à l'échelle mondiale, très prospère. Plus prospère que l'Européen moyen, plus prospère que n'importe quel pays du Moyen-Orient, plus prospère que n'importe quel pays d'Asie, plus prospère que la Chine. C'était facile de dire non dans de telles conditions où on regarde tout ça de haut, c'est pas notre problème. La stabilité économique, elle est acquise en Amérique du Nord. La croissance, elle est perpétuelle, ça va jamais arrêter. Aujourd'hui, on est confronté à une autre réalité et on voit donc nos gouvernements en prendre acte. Ce que je dénonce, cela étant dit, ce que je trouve très triste, c'est la réaction à la proposition de Chrystia Freeland. Parce que personne ne le prend au sérieux. Absolument personne ne prend ça au sérieux. Au contraire, on attaque le messager, à dire « Ah ouais, toi, Chrystia Freeland, tu décides maintenant que c'est bon de développer les hydrocarbures. » Et ils ont raison en passant. Là-dessus, vous avez une part à dire. Effectivement, Chrystia Freeland a été une membre proéminente d'un gouvernement qui s'est opposé activement au développement des hydrocarbures, des pipelines, etc. On a construit Trans Mountain, certes, mais c'était, disons, une exception à la règle. Le gouvernement Trudeau était, de manière générale, assez hostile aux intérêts pétroliers et énergétiques du Canada. On a plutôt essayé d'organiser une transition, on a implémenté la taxe carbone, notamment. Mme Freeland était très impliquée dans tout ça. Donc, pour plusieurs, on voit aujourd'hui Mme Chrystia Freeland lever la main et dire « On devrait développer le pétrole » et se dire « Ouais, toi, c'est toi qui nous dis ça? » Il y a un peu d'hypocrisie là-dessus. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ça fait seulement nous montrer, bon, un point, ça nous montre l'hypocrisie de la politique, mais ça nous montre aussi qu'on doit accepter que les idées viennent de partout. On peut pas condamner une bonne idée parce qu'elle vient de la mauvaise personne. Si Adolf Hitler nous arrive avec un remède pour le cancer, je suis désolé de vous le dire, mais on va lui donner le prix Nobel. J'ose espérer qu'on saura distinguer une chose de l'autre. C'est un peu la même chose avec le Canada aujourd'hui. Si Chrystia Freeland a une bonne idée, une bonne proposition pour le pays, on ne devrait pas la disqualifier parce que ça vient de Chrystia Freeland et parce que son gouvernement était opposé. Non, à la place, on va faire autre chose.
C'est une bonne proposition. Oui, ils s'y sont opposés. Oui, ils ont des explications à donner par rapport à pourquoi vous avez été aussi hostile de bord aux intérêts énergétiques du Canada si vous êtes aujourd'hui d'accord que c'est effectivement dans nos intérêts, si c'est effectivement une industrie porteuse de développement et de croissance. Et la deuxième chose que ça nous amène à découvrir, c'est justement je parlais de l'hypocrisie de la politique, c'est le fait que Mme Freeland, à mon avis, elle n'a pas changé d'avis. Elle n'a pas changé d'idée. Probablement qu'elle pensait ça depuis le début. Probablement que Mme Freeland, et je le mentionnais dans une émission avec Jer Alain, et ça avait fâché plusieurs d'entre vous. Si je me souviens bien, c'était même le premier commentaire. C'était genre, franchement, Benjamin, comment fais-tu pour dire que Chrystia Freeland est compétente? Et mon point étant, il y a plein de politiciennes qui sont incompétentes, plein de politiciens qui sont incompétents. Il faut pas tomber dans « Ah, t'es anti-droite, anti-gauche, anti-ci, anti-misogyne » ou peu importe, parce que on parle contre un politicien ou un autre. Mon point étant, si Valérie Plante est très mauvaise à Montréal comme mairesse, vous avez une Chrystia Freeland qui est très compétente, qui est objectivement compétente. Et ça en a fâché plusieurs qui me disaient « Franchement, elle est pas compétente, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu dis qu'elle est compétente? » Je comprends. Disons que ça paraissait pas énormément, mais on le découvre aujourd'hui, justement. On le découvre à travers ce genre de choses. Ça fait quelques exemples que nous donne Chrystia Freeland, comme quoi elle n'était pas complètement alignée avec son gouvernement depuis le début. Sur la question du financement, justement, des dépenses, des dépenses des finances publiques. Visiblement, Chrystia Freeland trouvait que le Canada dépensait trop, trouvait que Justin Trudeau était parti dans la mauvaise direction, trouvait que les annonces qui avaient été faites étaient improvisées, irresponsables, et a choisi de démissionner là-dessus. Donc, ça nous invite à poser la question, à savoir comment est-ce qu'elle voyait un certain nombre d'interventions du gouvernement libéral. Est-ce qu'elle était d'accord avec tout ça? Est-ce que peut-être elle a changé d'avis à travers le processus? Moi, je crois qu'elle a seulement regardé dans l'autre direction très souvent, qu'elle n'était pas tout le temps d'accord, mais que par respect pour le parti, par respect pour son patron, par ligne de parti, Mme Freeland a souvent gardé le silence. Si elle nous parle aujourd'hui de développer le gaz naturel, les hydrocarbures, il est possible qu'elle a lobbyé très fort pour cette proposition à l'intérieur du gouvernement Trudeau depuis plusieurs années. Il est possible que la reprise du pipeline Trans Mountain, justement, un projet qui a coûté des milliards, un désastre, un vrai désastre, une catastrophe financière dont on va prendre des années à se relever, là. Un projet à 35 milliards de dollars. C'est un des projets énergétiques les plus coûteux dans l'histoire de l'humanité. Je veux juste préciser, les Chinois ont construit le Three Gorges Dam pour 34 milliards. Le Canada a pris Trans Mountain pour plus cher que Three Gorges Dam. C'est un désastre financier. C'était possiblement quand même une initiative de Mme Freeland qui disait on doit absolument s'assurer d'avoir des marchés d'exportation pour les hydrocarbures canadiennes. Et étant ministre des Finances, ministre des Relations étrangères, avait probablement une influence très importante là-dessus. Donc, moi, ce que j'invite, c'est de ne pas tirer sur le messager, d'écouter la proposition, d'écouter ce qui est mis sur la table actuellement par Mme Freeland et d'en évaluer les mérites de manière froide, de manière lucide et pragmatique. Je pense qu'il y a vraiment des avantages pour le Canada à prendre un positionnement sur le marché du gaz naturel, particulièrement même sur le marché du pétrole, plus largement. Et il serait vraiment stupide de noyer le poisson dans l'eau parce qu'on n'est pas d'accord que ça vient des libéraux, quoi que ce soit, ou que c'est une idée de droite. Il faut faire très attention à ça. On continue ensuite pour ce qui est du Canada. C'est un petit élément que je relève ici, puis il faut faire très attention. Actuellement, une des grosses propositions qu'on met sur la table, et on n'arrête pas de parler de tout ça. Quand je vous dis on part vers la mauvaise direction au Canada actuellement, on est vraiment parti dans la mauvaise direction. S'il y avait un enthousiasme, si j'étais excité, stimulé de voir à quel point il y avait de la discussion, à quel point on avait des propositions sur la table, là, je suis paniqué de voir la direction que c'est en train de prendre. Que notre réaction, c'est plus nécessairement on doit se réformer comme pays, c'est plutôt qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans notre localité, dans notre village? Comment est-ce qu'on pourrait être meilleur Canadien à l'intérieur du Canada, plutôt de comment est-ce qu'on peut déployer le Canada à l'étranger? Comment est-ce qu'on peut prendre plus de place dans le monde? Comment est-ce qu'on peut être un pays? On semble plutôt se poser la question à dire comment est-ce qu'on peut plus se parler entre nous? Ce qui me semble
une question légitime, mais très certainement pas une priorité. Et là, en ce moment, l'entièreté de l'effort intellectuel, l'entièreté de l'effort politique même, du capital qui est investi sur cette crise, c'est investi à dire on devrait retirer les frontières entre les provinces. Qui, OK, oui, absolument. Vous comprenez que le commerce interprovincial au Canada, c'est pas seulement une question de friction bureaucratique, c'est une question géographique. C'est qu'il n'y a pas de liens commerciaux, économiques entre la Saskatchewan et les Maritimes. Il n'y a pas de lien politique, économique entre la Colombie-Britannique et le Québec. La sphère d'influence de chacune de ces régions, de ces populations, c'est un cercle assez limité qui va jusqu'à quelques centaines de kilomètres tout au plus. Et c'est normal. Les gens de l'État de Washington et de l'Oregon ne commercent pas avec l'État de New York, mais bien avec les pays, les États environnants. Même chose avec les provinces canadiennes. Donc là, en ce moment, je trouve un peu étrange qu'on est en train de focusser entièrement, à savoir, il y a trop de friction entre nos provinces. Oui, effectivement, si on peut en retirer quelques-unes, tant mieux, mais il est important de faire très attention à savoir la contribution que ça va avoir. Est-ce que ça va vraiment nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve actuellement? Non. Il n'y a pas un scénario dans lequel le Canada peut compenser la perte de l'accès au marché américain à travers plus de commerce intérieur. Ça arrive, c'est pas possible. Les estimations qu'on met sur la table actuellement relèvent de la science-fiction. On nous dit il y a 3% du PIB canadien qui est enfermé dans de la bureaucratie, dans des limites interfrontalières, interprovinciales. Il y a peut-être une portion, peut-être 1 ou 2% effectivement qu'on pourra aller chercher en modifiant un peu les conditions entre les provinces, en essayant d'harmoniser le commerce. Mais la réalité reste que nos clients sont aux États-Unis, reste que le capital est aux États-Unis, reste qu'on peut pas reconfigurer notre économie, nos partenaires, nos relations préexistantes. Et si on est pour en créer des nouvelles, c'est pas nécessairement avec les Ontariens, c'est pas nécessairement avec la Colombie-Britannique, mais bien amener du capital étranger. Il faut plus d'argent au Canada. On peut en faire plus avec celui qu'on a déjà, mais la croissance, c'est aussi d'en faire venir du nouveau, faire venir l'investissement, attirer, si on veut, du capital étranger. Et ça passera pas par un peu plus de commerce entre les provinces. Et là-dessus, je vous le dis, c'est un énorme sapin, là. Faites attention, parce que je parle avec des gens qui sont vraiment convaincus que c'est ça la solution. C'est vraiment, non, on est correct, on a trouvé la solution. On va permettre à la SAQ au Québec de vendre du vin en Ontario. C'est ça. Ça va régler la crise. Écoutez, et c'est souvent un des éléments qu'on identifie de ces fameuses contraintes ou les frictions entre les provinces ou les tarifs interprovinciaux. On nous parle de l'alcool. C'est à peu près tout. Le camionnage, effectivement. On pourrait avoir des normes nationales. Ensuite, on nous parle un peu d'immobilier, d'investissement, construction. Il y a quelques industries où la mobilité n'est pas parfaite d'un endroit à l'autre. Et c'est là que je vous invite à faire très attention, là. Il n'est pas question de tarifs, qu'on a une frontière puis une douane et on ouvre les colis. C'est pas de quoi il est question. On va pas créer des nouvelles relations commerciales soudainement en disant, bon, ben à partir de maintenant, on coupe 1000 douaniers à la frontière entre l'Ontario et le Québec et ils vont arrêter d'ouvrir les colis en bas de 500 $. Il n'y a pas de douane. On peut commercer à l'intérieur du Canada. Il n'y a pas de tarifs, ça n'existe pas. Là où il y a des frictions, c'est qu'on n'a pas les mêmes systèmes, les mêmes lois, les mêmes règles. Ce qui est normal. C'est normal que le Québec ait des lois et des règlements différents de la Saskatchewan. Ça s'appelle des frontières, ça s'appelle 2 États différents. Allez aux États-Unis, promenez-vous entre l'Idaho et allez ensuite jusqu'au Texas. Vous allez fréquenter des conditions différentes d'un endroit à l'autre. Faites un tour de moto aux États-Unis, il y a des États où ça va vous prendre un casque. Il y a d'autres États où vous n'en avez pas besoin. L'autre subit, à quelques égards, les décisions de l'État suivant. Mais il y a quand même des divergences. C'est normal. Ça s'appelle la souveraineté. Il faut comprendre que là, il y a quelque chose de très dangereux. On est en train vraiment d'essayer de présenter la solution comme, on va donner toute l'autorité à Ottawa. Et l'espace canadien devrait être entièrement unifié dans toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces conditions, tous ces paramètres généraux. Le Canada, c'est le Canada.
C'est beau, mais pourquoi on a des provinces d'abord? Et je suis très sérieux. Pourquoi on a des provinces? Qu'est-ce qu'elles font? On va enlever les gouvernements provinciaux. Leur rôle, c'est quoi? C'est de gouverner à l'intérieur de leur province, à l'intérieur de leurs frontières. Leur rôle à eux, c'est de créer des conditions, d'ajuster les conditions dans leur territoire souverain. Là, vous me dites, non, il n'y a pas le droit de faire ça, parce que dès qu'il y a une loi qui est différente entre le Québec et l'Ontario, ça crée une friction. Si le Québec dit, vous avez, je sais pas, vous avez le droit de rouler jusqu'à 110 km/h, et de l'autre côté, vous me dites, ben non, nous autres, on a le droit jusqu'à 125 ici, en haut de ça, vous avez une contravention. OK, ben il faut harmoniser les deux. Ce que vous venez de faire, c'est de retirer le droit à l'un ou à l'autre, un des deux. Vous lui retirez sa prérogative sur les limites de vitesse. OK, ensuite, on fait ça sur les syndicats. OK, ensuite, on fait ça sur le camionnage, sur les règles de sécurité sur les routes. OK, ensuite, on fait ça sur la construction. OK, ensuite, on fait ça sur les questions linguistiques. OK, que là, le Québec n'a pas le droit d'imposer des demandes additionnelles. Par exemple, on impose aux enseignants de parler français. On impose aux employés de l'État d'être capables de parler français. En théorie, ça limite la mobilité de la main-d'œuvre. En théorie, ça empêche des entreprises de Saskatchewan, de Colombie-Britannique, d'Ontario, de soumissionner sur des contrats publics au Québec, à certains égards. Vous comprenez ce que je veux dire par quand vous dites retirer les frontières, retirer les tarifs interprovinciaux, ce que vous dites, c'est de mettre fin à la souveraineté des provinces sur leur territoire. C'est de retirer leurs prérogatives souveraines puis de dire non, c'est les gouvernements qui doivent d'abord et avant tout s'ajuster sur ceux qui sont à côté. OK, mais qui décide d'abord? Ottawa. Ça veut dire on change la nature du régime fédéral lui-même. Et c'est là que je trouve qu'il n'y a pas de discussion là-dessus vraiment très sérieuse. On est en train de dire, oui, on va changer tout ça, puis ça va se régler tout. C'est pas si simple. Il y a une question constitutionnelle dans tout ça qui est très importante, à savoir les provinces ont des champs de compétences. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de ces champs de compétences. Si le Québec décide, par exemple, que chez nous, c'est un système de santé selon X, Y, Z paramètres, et pour avoir le droit de participer, exemple, dans les agences privées, dans les hôpitaux privés ou quoi que ce soit, vous avez besoin de répondre à X, Y, Z conditions. Une entreprise ontarienne pourrait dire, ben ça nous empêche de soumissionner. Et parce qu'on est en Ontario, on n'a pas le droit de travailler au Québec, ça n'a aucun sens. OK, super. Donc, on devient un seul grand État. Il n'y a plus 13 provinces, il y a un seul territoire où toutes les règles sont identiques, où toutes les lois sont identiques, où tout doit être unifié et seamless. Ça peut sembler une bonne idée de l'extérieur. Moi, ce que je vous dis, c'est faites attention. C'est un énorme sapin qu'on est en train de nous passer, là. C'est un énorme sapin. Et c'est normal. Never let a good crisis go to waste. C'est une formidable expression. On ne laisse jamais une crise être gaspillée. On gaspille jamais une bonne crise. Ben là, le gouvernement fédéral, ce qu'il voit devant lui, c'est une bonne crise. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va en profiter. Vous saviez qu'il n'y avait pas d'impôt fédéral? Vous savez qu'il n'y avait pas d'impôt tout court? Jusqu'à ce qu'arrive une crise. Première Guerre mondiale. Il faut qu'on perçoive des fonds, c'est temporaire. Arrive ensuite la deuxième. Et là, on prend le droit d'imposition. C'était les provinces qui avaient le pouvoir d'imposition. Soudainement, Ottawa dit, OK, là, c'est la guerre, on a besoin d'avoir les revenus à Ottawa. Pour le temps de la guerre, on va saisir le pouvoir d'imposition des provinces, le rapatrier à Ottawa. On va avoir un seul impôt. Il y a seulement le Québec qui a fini par sortir de tout ça, au bout de la ligne, avec M. Duplessis, notamment. Mais on ne laisse jamais une crise être gaspillée. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se faire passer un autre sapin de la sorte en ce moment. On nous dit, ben là, les États-Unis, on a besoin d'unifier l'entièreté du commerce à l'intérieur du Canada. On a besoin d'avoir un peu plus d'unité. On a besoin d'avoir plus de cohésion, moins de friction. Et à cause de ce prétexte, à partir de cette prémisse, ben là, les provinces, vous allez devoir abandonner tous vos champs de compétences, vous allez devoir abandonner vos prérogatives en matière de santé et sécurité du travail, vous allez devoir abandonner vos prérogatives en matière de transport, vous allez devoir abandonner vos prérogatives en matière de finances publiques, en matière de... Pourquoi? Ben là, le taux d'imposition au Québec est beaucoup plus haut qu'en Ontario. Franchement,
C'est ce que je veux dire. C'est un énorme sapin qui va servir à enfiler toutes les compétences provinciales et à envoyer ça à Ottawa et on va pouvoir rien dire. Parce que tout le monde est d'accord. Parce qu'en ce moment, tout le monde, c'est consensuel. C'est une idée qui sonne tellement bien que de dire, ben oui, il y a des frontières inutiles, il y a des tarifs qui nous empêchent d'accéder à nos propres marchés. C'est pas vrai. C'est faux. C'est une fabrication fédérale pour vous vendre un énorme sapin qui va leur permettre de se racheter l'entièreté de l'autorité. On est en train de changer la nature du régime fédéral canadien, fondamentalement. Tout ça sous l'égide de pas d'une conférence constitutionnelle, pas de non, parce qu'on sait qu'on peut pas toucher à ça. On fait ça sous l'égide d'une crise. De la même manière qu'on l'a fait avec l'impôt, de la même manière on continue à le faire pour l'armée, pour tout le reste. Quand on a besoin de conscription, quand on s'arroge de nouveaux pouvoirs qui ne nous reviennent pas, qu'on a pris pour des constitutions temporaires, exceptionnelles. Donc ça, là-dessus, moi, je vois que le Canada est en train de partir complètement dans la mauvaise direction. À nullifier l'existence des provinces à l'intérieur de l'espace canadien, plutôt que de dire quels sont vos intérêts, quels sont nos intérêts, comment on harmonise ça ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour... C'est quoi le problème du Canada actuellement? On subit trop souvent les décisions les uns des autres. Donc, quelle serait la solution? On va les subir 100% du temps maintenant. C'est ça la solution. À partir de maintenant, peu importe ce que l'Alberta décide, ça s'applique à tout le monde. Pourquoi? Unité, cohésion. OK? Qui décide d'abord? Quelle province a le droit de veto toutes les lois des autres? Hey, ça s'en va nulle part, votre affaire, je vous le dis. Ça s'en va nulle part. Ça va finir dans un mur. On a essayé juste de vendre le vin du Québec ailleurs, ça marche pas. On veut vendre l'électricité, ça marche pas. Ça va nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est question de la Constitution. Il est question de la nature du régime fédéral. C'est des compétences provinciales. Tout le monde va défendre sa propre petite cour. Et Ottawa est en train d'essayer de s'arroger tout ça. Donc, je vous le dis, faites attention à la scène à laquelle on est en train d'assister actuellement parce que vous avez des politiciens qui sont complètement ineptes devant tout ça. Au sens où François Legault, premier ministre du Québec, autonomiste, qui se dit souverainiste, devrait être en mesure de lire entre les lignes, de voir l'éléphant qu'on est en train de nous passer, là. De comprendre la couleuvre qu'on est en train de nous passer. Et fais attention, tu veux mes compétences en santé, en éducation, en quoi d'autre? En économie, en développement industriel, que là, les conditions pour les industries québécoises doivent être les mêmes à grandeur du Canada et vice-versa. Ça ne va nulle part. Ça va finir en catastrophe. Et encore plus, il est donc irresponsable, contre-productif d'utiliser le capital politique et intellectuel du Canada actuellement où on a une belle énergie, et là, on est en train de partir là-dessus. Ça s'en va là-dessus. Notre énergie est passée sur « OK, mais là, on peut-tu vendre du vin québécois en Ontario? » Notre énergie devrait être passée beaucoup plus sur les propositions précédentes, à dire est-ce qu'on devrait devenir une superpuissance énergétique? Comment est-ce qu'on se déploie à l'étranger? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher plus de marchés? Nos marchés sont pas à l'intérieur du Canada. Ils sont à l'extérieur. Et c'est pas en passant seulement que François Legault, c'est aussi... On le mentionne, le gouvernement fédéral dans son entièreté, c'est aussi tous les premiers ministres de province qui veulent juste une solution rapide et facile à tout ça, veulent pas nécessairement aller dans les détails. C'est la solution qui demande le moins d'énergie, autant politiquement que économiquement, que c'est juste de dire bon, on va jouer dans nos lois à l'interne, on va essayer autant que possible de faire des ajustements cosmétiques, superficiels à l'arrangement canadien pour essayer d'être plus confortable dans nos pantoufles. C'est le statu quo. C'est une extension du statu quo, puis ça peut pas fonctionner. On devrait au contraire beaucoup plus réfléchir à des propositions fondamentales, à des propositions transformatrices pour le Canada, comme se réaligner avec d'autres pays, comme voir au-delà des États-Unis, comme arrêter de parler du bouclier de défense antimissile qui existe même pas et qui existera jamais, et qu'on décide... Alors, l'énergie du Canada devrait être dépensée à chercher des solutions plus profondes, un peu moins superficielles, justement, et cosmétiques, et essayer de se déployer à l'international, de se trouver une nouvelle identité. Et ça touche, comme je vous le dis, pas juste le gouvernement fédéral, ça touche aussi l'opposition. Pierre Poilievre, même chose. La ligne qu'on a décidé de prendre, c'est quoi? C'est on devrait commercer plus avec le Canada.
Donc, on va passer 2 ans à faire ça, là. Les 2 prochaines années où c'est ce qu'on va utiliser notre capital politique. Ça va être de se chicaner entre nous à l'intérieur des provinces, à savoir qui vend pas assez à qui aurait le droit de déterminer les conditions, pourquoi, les règles de camionnage à qui sont meilleures que les autres. Ça va être chic, ça va être magnifique. Et pendant ce temps-là, le reste du monde continue à avancer. Et à quel point je trouve dommage. Si au moins il y avait une opposition à quelque part au Canada en ce moment qui dirait « Guys, on s'en va dans la mauvaise direction. Guys, vous avez vraiment pris la mauvaise ligne. » Il y a une personne en ce moment vraiment, puis c'est Chrystia Freeland. Donc, c'est pourquoi je voulais lever la main et la féliciter. Peu importe son allégeance politique, peu importe le passé, le contexte, c'est en ce moment, Mme Freeland, que la meilleure proposition pour réaligner le Canada de manière durable et fonctionnelle. On continue avec contact entre Trump et Poutine. On apprend cette semaine donc que les deux ont discuté ensemble au moins une fois, possiblement plusieurs fois. On n'est pas très clair là-dessus du côté de la Maison-Blanche et qu'il y aurait donc une tentative d'arriver à un cessez-le-feu, un traité de paix durable entre la Russie et l'Ukraine au cours des prochaines semaines, des rencontres entre le Kremlin et Washington qui seraient prévues. Les services de renseignement russes, de leur côté, on parlait depuis un moment, justement, à la revue de presse, on en a parlé à quelques occasions, du problème Zelensky, à quel point Zelensky peut présenter un obstacle à la négociation d'un cessez-le-feu en raison de la posture qu'il a adoptée, une posture maximaliste, une posture de « on va expulser tous les Russes du territoire, c'est la seule condition à laquelle on arrive à un cessez-le-feu, un traité de paix doit nécessairement être à l'avantage de l'Ukraine puisque l'Ukraine a été victime d'une invasion », qui sont tous des points légitimes, absolument légitimes, mais pas applicables dans le contexte actuel en raison de la réalité sur le terrain, en raison du fait que les Russes ont avancé, qu'ils ont pris du territoire considérable, que les Ukrainiens sont sur la défensive, qu'il y a un certain épuisement au sein des pays occidentaux dans l'appui à l'Ukraine. La position de Zelensky devenait un obstacle à la négociation d'un cessez-le-feu, d'un traité de paix. On aurait besoin d'un leadership en Ukraine qui invite à une détente, qui montre une volonté de négocier. Et donc, on apprend aujourd'hui par les services de renseignement russes que l'OTAN préparait une campagne contre Zelensky. Le service russe de renseignement extérieur affirme que l'Alliance occidentale vise à saper le président ukrainien avant les élections. L'OTAN préparait une opération de grande envergure pour discréditer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmé lundi le service de renseignement extérieur russe, le SVR. Selon une déclaration du SVR diffusée par l'agence de presse russe TASS, l'OTAN cherche à destituer Zelensky, idéalement par le biais d'élections que l'Alliance prévoit de tenir en Ukraine d'ici l'automne de cette année. En prévision de la campagne électorale, le quartier général de l'OTAN élabore une vaste opération pour ternir la réputation de Zelensky. Le SVR a également affirmé qu'une partie de ce plan consiste à révéler les allégations selon lesquelles Zelensky et son équipe auraient détourné plus de 1,5 milliard de dollars destinés à l'achat de munitions. En outre, elle a affirmé que des preuves seraient divulguées montrant que des paiements destinés à 130 000 soldats ukrainiens décédés, officiellement répertoriés comme personnel actif, étaient détournés à l'étranger. Le communiqué affirme également que les dirigeants ukrainiens seraient impliqués dans la vente d'armes fournies par l'Occident à divers groupes dans les pays africains. Selon les services de renseignement russes, l'OTAN considère Zelensky comme un obstacle à la résolution du conflit par la négociation. À Washington et à Bruxelles, Zelensky est de plus en plus perçu comme une force épuisée, affirme le SVR. On a également suggéré que les responsables occidentaux estiment que l'armée ukrainienne aura bientôt du mal à contrer les avancées russes, en soulignant l'incertitude concernant la poursuite de l'aide militaire à Kiev, en particulier à l'éventuel changement de direction du gouvernement américain. Donc, les services de renseignement russes, on s'entend, il faut prendre tout ça avec un grain de sel. On nous mentionne un certain nombre de choses. D'abord, que l'OTAN s'apprêterait à révéler des allégations qu'on avait déjà vis-à-vis Zelensky, notamment par rapport à de la corruption, parce qu'on veut le remplacer un plan où on aurait retiré des milliards de dollars, des centaines de millions de dollars à quelques 130 000 familles de soldats ukrainiens décédés qu'on aurait traficotés dans les registres pour être en mesure de déplacer l'argent ailleurs. Beaucoup d'armes auraient été fournies à des groupes en Afrique.
Ce qui n'est pas impossible en passant. Les armes en Afrique, je vous avoue que c'est une allégation à laquelle je pourrais croire assez facilement parce qu'on sait que les forces spéciales ukrainiennes, notamment, ont été très actives dans la région du Sahel pour mettre de la pression sur les forces de sécurité russes qui ont été déployées dans un certain nombre de pays. À la suite des coups d'État, l'Ukraine avait vu une opportunité, si on veut, de mettre la pression sur la Russie et on s'était vanté d'un certain nombre d'opérations, carrément, à dire, on va vous prendre partout où vous êtes. Si vous êtes en Asie, vous allez dealer avec les forces ukrainiennes. Si vous êtes en Afrique, vous allez trouver des forces ukrainiennes sur votre chemin. C'est essentiellement le narratif des Ukrainiens. Donc, il n'est pas complètement tiré par les cheveux d'imaginer un scénario dans lequel les Ukrainiens auraient fourni une assistance directe à des groupes en Afrique. Des groupes qui, dans plusieurs cas, sont opposés aux Russes. Que ce soit au Mali, Niger, etc. Ce sont des pays où, effectivement, le gouvernement est associé avec les forces de sécurité russes contre des groupes rebelles. Donc, si vous êtes l'Ukraine, c'est le plus vieux truc dans le livre. Ce serait d'aller voir ces groupes rebelles, de leur fournir une assistance, que ce soit en ressources, en équipement, en information, en infiltration, quoi que ce soit, ou même en action directe. C'est pas complètement impossible. Est-ce qu'on aurait vendu des armes? Je vais vous dire une chose. Si je suis le gouvernement ukrainien, que j'ai accès à beaucoup d'armes et à très peu de devises, de monnaie, d'argent courant, c'est sûr que c'est tentant. C'est extrêmement tentant de prendre un peu des armes qu'on m'a fournies, que clairement on ne sait pas trop où est-ce qu'elles sont de toute manière. Les registres sont pas clairs, qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est pas livré. Il y a beaucoup de flou là-dessus. C'est pas impossible qu'il y ait une portion de ces armes qui soit vendue pour de l'argent. Parce qu'on avait besoin d'argent plus que d'armes, quoi que ce soit. Encore une fois, ça vient du renseignement russe. Il faut comprendre que c'est des allégations qui salissent énormément l'effort de guerre ukrainien. Parce qu'on a ces thèmes depuis le début qui manquent de l'armement. Que l'effort, on suggère au fond que l'effort de guerre ukrainien aussi n'est pas entièrement déployé, qu'on met pas 100% de l'effort. On parle de ces hommes ukrainiens qui fuient la conscription, qui se trouvent dans d'autres pays européens, qui refusent de participer à l'effort de guerre. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on voit souvent dans la propagande russe, comme quoi l'Ukraine en fait pas assez. L'Ukraine est lâche, paresseuse, corrompue. Maintenant, est-ce que ça veut nécessairement dire que tout ça est complètement faux? Et si je vous dis, il faut vraiment faire la part des choses. On a des affirmations qui nous viennent de la part des renseignements russes qui sont compatibles avec ce qu'on connaît de la réalité. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Non. C'est l'attribut de la bonne propagande, c'est d'être compatible avec la réalité. Si on affirme quelque chose qui est complètement tiré par les cheveux, qui a aucun sens, qui ne tient pas la route, c'est pas de la bonne propagande. Donc, à prendre avec un grain de sel. Cela étant dit, on se souvient des services de renseignement russes aussi qu'il y a seulement un mois et demi environ, peut-être un peu plus, 2 mois, prévenaient le monde ouvertement que les Américains préparaient une campagne d'influence en Géorgie, une révolution de couleur. Quelques semaines plus tard, élection en Géorgie, on a une révolution de couleur en Géorgie, effectivement, semble-t-il, avec un appui manifeste des États-Unis. Donc, il est aussi typique des services de renseignement russes un peu d'y aller comme ça avec des déclarations pour couper l'herbe sous le pied de son adversaire. Donc, il est possible que, effectivement, les Russes aient de l'information par rapport à une campagne de l'OTAN pour remplacer Zelensky. Peut-être veulent-ils négocier avec Zelensky, veulent le garder en place. Peut-être veulent-ils tout simplement alimenter une impression de dissension dans l'alliance entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux, européens, américains. Tout ça, il faut le prendre en considération. Cela étant dit, il est possible aussi que l'OTAN cherche véritablement à remplacer Zelensky. Il est possible qu'effectivement, si on était pour remplacer Zelensky parce qu'on estime que c'est un obstacle, on irait par la bande. On publierait des allégations, on s'assurerait qu'il y ait des informations qui circulent quant à la corruption, quant à la probité, l'intégrité de Zelensky, et on le lancerait sous l'autobus. Ce serait pas une première. Ce serait loin d'être une première, en fait. Ce serait très typique de la politique américaine en termes de doctrine de politique étrangère. Donc, là-dessus, ne vous surprenez pas si on entend des choses pas très catholiques sur Zelensky au cours des prochaines semaines, qui se mettent à couler un peu partout, qui embarrassent le gouvernement ukrainien et qui remettent en doute la probité, l'intégrité de tout ça, à savoir est-ce qu'on devrait continuer à appuyer. Ça facilite aussi beaucoup la négociation pour la Russie.
plus on est suspicieux de l'Ukraine et de son rôle dans tout ça, plus la Russie peut retirer de cette négociation et peut créer un espace, si on veut, entre ses adversaires. Donc, un épisode très intéressant et je vous invite donc à suivre l'actualité au cours des prochaines semaines. Vous pourrez voir très certainement comment ça va se déployer. Rapidement, je veux qu'on continue avec l'USAID. C'est quelque chose qui a retenu beaucoup l'attention au cours des derniers jours, alors que, bien sûr, Elon Musk, l'agence Doge, s'est mise à couper rapidement à travers un certain nombre d'organismes et d'agences du gouvernement américain. Lorsqu'on est arrivé à l'USAID, il faut comprendre, c'est l'extension de la CIA, c'est le bras public de la CIA. L'USAID, on en parle très peu. Ça me surprend d'ailleurs que personne qui a relevé ça jusqu'à maintenant. On nous parle des projets humanitaires, on nous parle de le rôle pour les réfugiés, pour les populations en crise, en crise ou en désastre naturel. C'est plus ou moins vrai. L'USAID est vraiment plus une organisation qu'on utilise pour déployer des fonds, assigner des ressources, de l'argent dans des pays sous de faux prétextes. Parce que justement, si vous avez une élection qui arrive très bientôt au Panama et que moi, je veux influencer votre processus électoral, je ne peux pas financer directement un parti politique. Très rarement. Souvent, ça paraît trop, c'est trop évident, tout est public. Ce que je peux faire, cela étant dit, c'est installer un certain nombre de groupes de pression à l'intérieur du pays qui vont changer le narratif, qui vont publier des études, qui vont organiser des manifestations, qui vont organiser des mouvements de masse, des boycotts, qui vont alimenter le narratif à travers des lignes, à travers des slogans. On va écrire carrément des campagnes de publication, de communication pour eux. On va leur couler de l'information. C'est à quoi servent ces organisations menées par l'USAID, qui est un peu le chapeau, le parapluie qui contrôlait tout ça. Quand les Russes accusent les Américains d'avoir des fameux laboratoires biologiques et de développement de virus, etc., des laboratoires virologiques en Ukraine, etc., c'est vrai, c'est absolument vrai. Les Américains ont effectivement un réseau de laboratoires à travers le monde d'études sur les virus et sur les pathologies, et les laboratoires sont souvent financés à travers l'USAID. Sont financés à travers un réseau comme ça d'organismes bidons qui sont au fond le bras public de la CIA. Et ce qu'on fait, c'est qu'on infiltre tous ces laboratoires à travers du financement public d'organismes bidons. Et maintenant, puisque moi je participe à votre laboratoire à travers cet organisme, j'ai droit aux résultats. J'ai le droit de savoir qu'est-ce que vous faites. J'ai un mot à dire au conseil d'administration. Je finance l'organisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Wuhan. Le gouvernement américain était sous interdiction, n'avait pas le droit de financer la recherche de gains de fonction, mais voulait continuer à le faire. Donc, Anthony Fauci, à travers le NIH, à travers United Health Alliance, on a tout simplement envoyé de l'argent indirectement au laboratoire de Wuhan pour faire le développement de gains de fonction. Donc, c'est une méthode pour les États-Unis, si on veut, de déployer leur influence à l'international de manière un peu plus subtile et à l'intérieur du parapluie légal. On n'a pas le droit d'avoir des services secrets directement actifs sur le territoire, mais on a le droit des diplomates et on a le droit des organisations de la société civile. Donc, les ambassades, les diplomates sont typiquement des nids d'espions et des services de renseignement. Et de l'autre côté, si vous avez des organisations de la société civile, même chose. Moi, j'ai un groupe de pression qui, actuellement, son mandat officiellement, c'est d'aider à la vaccination des jeunes filles pour le VIH ou quelque chose comme ça. C'est aussi un excellent moyen d'envoyer des centaines de milliers de dollars à un groupe de personnes qu'on choisit, qu'on détermine et qu'on contrôle. Je suis désolé de vous le dire, c'est à ça que ça servait dans beaucoup de cas. Et si vous posez la question ensuite à savoir pourquoi les Américains sont actifs, par exemple, en Pologne ou encore en Ukraine pour aller aider contre les virus et étudier, encourager des laboratoires, mais ne sont pas actifs au Yémen, c'est la plus grosse crise humanitaire au monde, ne sont pas actifs au Congo, ne sont pas actifs dans un certain nombre de pays où on a des catastrophes humanitaires, où ça appellerait absolument l'assistance de l'USAID et de l'aide humanitaire américaine, mais on n'est pas présent parce que c'est pas l'intérêt américain. Ce n'est pas un outil humanitaire, c'est un outil stratégique. Je suis désolé, c'est juste la réalité. Je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller vous renseigner vous-même
sur les liens entre la CIA, entre les services de renseignement américains et l'USAID, les activités de l'organisation depuis un certain nombre d'années. Donc là-dessus, j'ai très peu d'empathie, vous comprendrez, pour l'USAID, qui est la pire crasse qui a été mise au monde par les États-Unis au cours des 60 dernières années. J'ai très peu de sympathie et d'empathie pour cette organisation qui est aujourd'hui liquidée. Mais moi, ce que j'observe surtout, au-delà de tout ça, c'est le message qui est lancé par l'administration Trump et le Doge très rapidement. Alors que, initialement, le Doge était seulement dans une tentative d'auditer, de vérifier les chiffres et les livres de l'USAID, d'aller voir où est-ce que vous envoyez votre argent, qu'est-ce que vous faites. Il y a donc eu un ordre de suspendre tous les paiements qui a été émis par l'administration Trump, un décret. Et lorsqu'on a vérifié les livres, ce qu'on a constaté, c'est qu'après ce décret, il y a eu un paiement de 153 millions de dollars qui a été envoyé à divers intervenants. On dit, du côté de l'USAID, on avait le droit de faire ce paiement, malgré le décret, parce que c'était pour du travail déjà réalisé. Maintenant, ça a complètement enragé les responsables du département d'efficacité gouvernementale, le DOGE, l'équipe d'Elon Musk et l'administration Trump, et on a donc décidé ensuite de complètement fermer l'agence. Et ça que je vous dis qu'au-delà de qu'est-ce que fait l'agence et quelle est sa mission et sa responsabilité, son mandat, c'est pas vraiment important. Ce que moi je vois ici, c'est aussi un message. Comme quoi, on a un peu l'agence du revenu, si on veut, du gouvernement américain. C'est un peu l'URSSAF que vous appelez en France. Même chose. On est en train d'enquêter sur des agences du gouvernement et le message qui est lancé, c'est qu'ils n'ont pas l'option de ne pas collaborer. Ils doivent collaborer, doivent ouvrir les portes et ceux qui ne le font pas, il n'y a personne qui est intouchable. Il n'y a pas une mission de l'État qui est trop importante, il n'y a pas un budget qui est trop gros, il n'y a pas une organisation qui est trop puissante, trop secrète, trop quoi que ce soit pour ne pas être examinée par le DOGE. Et ceux qui y résistent vont payer des conséquences. Et si vous ne permettez pas qu'on examine les livres, on va fermer complètement l'agence. Essentiellement. Que l'imputabilité, c'est une prérogative à partir maintenant du gouvernement américain. On demande à ce que les agences rendent des comptes. Et le message qui est derrière ça, quand je vous le dis, que ça doit terroriser toutes les autres agences et tous les autres intervenants à l'intérieur du gouvernement américain, c'est de dire, attendez un peu, on veut voir qu'est-ce que vous faites des deniers publics, de l'argent des contribuables, et si on réalise que ce que vous faites avec l'argent des contribuables, ce n'est pas responsable, on va fermer l'agence entièrement, au complet. Il n'y aura pas juste des coupes, il n'y aura pas juste des compressions, c'est l'agence au complet est sur la table, on peut la dissoudre demain matin et l'introduire dans autre chose et tout simplement la déplacer dans le département d'État ou peu importe pour ce qui est d'autres agences. Le message ici, il est très clair et ça s'adresse au Pentagone, ça s'adresse à toutes les agences de renseignement, ça s'adresse à plusieurs qui se pensent intouchables. Même exercice qu'on a vu avec le Canada où on prend un allié qu'on imagine intouchable et qu'on attaque ouvertement, qu'on présente comme un exemple. Ça lance le signal à tous les autres, ne pensez pas que vous êtes invulnérable, ne pensez pas que vous êtes protégé et qu'on va vous ignorer. Ce sera bientôt votre tour. Maintenant, Trump nous dit qu'il va examiner le département de la défense, le département de l'éducation. Donc, vous comprenez que la leçon de l'USAID, elle est extrêmement utile là-dedans. C'est un peu le Canada, si on veut, du DOGE. Ça permet de montrer à tout le monde qu'est-ce qui est possible. Ça peut aller jusque-là. On peut suspendre tout le monde, juste fermer la shop entièrement. Donc, on s'attend à votre collaboration. On s'attend à ce que vous gériez les deniers publics de manière extrêmement responsable. Parce que si vous ne le faites pas, non seulement vous allez perdre votre emploi, vous allez peut-être perdre votre agence et votre mandat au complet. Il n'y a rien qui est indispensable. Rien qui est indispensable. Le budget de l'USAID, quelques 40 milliards de dollars par année. On peut faire beaucoup de choses avec 40 milliards. Et c'est le message de l'administration Trump, de dire, c'est 40 milliards, on va les rapatrier, puis on va faire autre chose avec. Donc, au-delà de cette espèce de psychodrame auquel on assiste dans l'administration américaine, comme quoi, le DOGE a accès à des données qu'il n'aurait pas le droit d'avoir accès ou quoi que ce soit, je vous avoue qu'à mon sens, ça ne m'empêcherait pas de dormir particulièrement. Il est normal que les organismes qui sont visés de la sorte résistent.
Parfaitement normal qu'ils réagissent. On ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils soient entièrement passifs. Mais justement, la leçon qui a été appliquée vis-à-vis de l'USAID, il y a une raison pourquoi on l'a fait. Ça vient de donner un exemple à tous les autres. Je comprends que vous allez essayer de résister, mais ne le faites pas. C'est mal avisé de résister parce qu'il y aura des conséquences. En terminant, Panama se retire de Belt and Road. Ça aussi, c'est un dossier gigantesque, alors que les États-Unis étaient dans une négociation active, vraiment avec le Panama pour reprendre le contrôle sur le canal lui-même. C'est une demande assez importante quand même de reprendre le contrôle du canal au complet. Les États-Unis semblaient plutôt être en train d'essayer d'expulser la Chine. Ça semblait plutôt, encore une fois, quand on parle d'élargir la fenêtre de négociation, de demander ouvertement, on veut que la Chine ait plus accès au canal, ou on veut que vous expulsiez la Chine de ses pieds à terre dans chacun des ports à l'entrée et à la sortie du canal, ou encore on veut ne plus payer de transit pour les navires américains. Tout ça, c'est des demandes qui auraient été complètement inacceptables. Et si on les avait formulées à l'extrémité de la fenêtre de négociation, c'est justement, on aurait trouvé un consensus à quelque part entre les deux. On n'aurait pas obtenu exactement ça. Mais en demandant de prendre entièrement le contrôle du canal de Panama, d'expulser la Chine, sinon on va vous envahir, ça devient très facile pour le Panama de concéder, on va expulser la Chine des deux ports et les navires américains n'auront plus à payer. Encore une fois, la tactique d'élargir la fenêtre de négociation autant que possible. Et aujourd'hui, on apprend donc que le Panama non seulement serait prêt, en fait, c'est déjà fait, on a annoncé cette semaine une enquête, un audit sur le contrat qui a été donné à l'entreprise de Hong Kong qui gère actuellement les deux ports. En fait, il y a 4 ports, grandes installations portuaires, 2 de chaque côté du canal de Panama. Et il y en a une à l'entrée et une à la sortie, côté ouest, côté est, qui est contrôlée par la Chine. C'est bien sûr quelque chose qui agace beaucoup les Américains. C'est un contrat qui a été donné en 1997 et le contrat avait été gagné par une firme chinoise à ce moment, de Hong Kong plutôt. Et à ce moment, on n'avait pas vraiment paniqué parce qu'on s'entend, on se met dans le contexte, 1997, on est encore dans le rapatriement justement dans la rétrocession d'Hong Kong, etc. Donc, on ne voit pas nécessairement la Chine comme un ennemi comme aujourd'hui. Cela étant dit, 25 ans plus tard, c'était un contrat de 25 ans. On revient à une mise aux enchères et le contrat a été gagné encore une fois par les Chinois, cette firme de Hong Kong. Et cette fois, les Américains disent « ça n'aurait pas dû ». D'abord, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Les Chinois ont gagné sans appel d'offres avec une soumission secrète. On ne sait pas exactement quelle était l'entente entre les deux. Et c'est exactement ce qui vient d'être présenté devant un tribunal aujourd'hui, ou plutôt cette semaine. Alors que des avocats au Panama ont décidé de présenter la cause devant la Cour suprême, à poser la question, à savoir est-ce que le contrat avec la firme de Hong Kong est effectivement valide ou n'est-il pas anticonstitutionnel? Vous comprendrez que la proposition vient probablement de l'impulsion américaine, bien sûr, d'expulser les Chinois. On n'avait aucun problème avec ce contrat, mais soudainement, on présente ça à la Cour suprême et on s'attend à ce qu'il y ait une décision là-dessus. Ensuite, on a également des mesures qui ont été prises par le gouvernement de Panama lui-même pour sortir du programme Belt and Road, cet énorme programme d'investissement en infrastructure, donc du gouvernement chinois où on place des milliards de dollars un peu partout à travers le monde, dans quelques 150 pays d'ailleurs qui font partie, aux dernières nouvelles, du programme Belt and Road. Et le Panama qui décide de s'en retirer. On parlait tout à l'heure justement de cette dualité, un peu de la relation du Panama avec les États-Unis, un peu comme le Canada. Le Panama n'a pas le choix. C'est très bien qu'il est dans l'orbite des États-Unis. C'est un peu dans son identité, c'est dans son ADN. Il n'y a pas le choix d'être aligné avec les prérogatives stratégiques de Washington. Cela étant dit, justement à cause qu'il sait qu'il est prisonnier de l'orbite des États-Unis, le Panama a tenté au cours des dernières années de diversifier ses relations. Et un de ces grands leviers, bien sûr, c'est le canal de Panama. La Chine en a besoin. La Chine est une des grandes clientes du canal de Panama, étant une exportatrice importante. Et Panama s'est donc associé de plus en plus avec la Chine au cours des dernières années, a cessé de reconnaître Taïwan il y a seulement quelques années. Je me souviens bien, en 2019, on a cessé de reconnaître Taïwan pour s'aligner entièrement avec la Chine, Beijing. Et aujourd'hui, on se retire de tout ça. On décide de se retirer de Belt and Road. On
allude à la possibilité de peut-être aussi se retirer de la reconnaissance, de la non-reconnaissance de Taïwan. On a également, bien sûr, sur la table l'annulation du contrat avec les Chinois sur le canal de Panama. Donc, encore une fois, la négociation a été élargie tellement loin que le Panama est prêt à faire des concessions qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Et tout ça, c'est pas terminé en passant. C'est loin d'être terminé. Ça risque d'aller encore plus loin parce que, avec ces informations, Trump dit qu'il n'est pas satisfait et qu'il en veut plus. Que le Panama doit encore faire d'autres concessions pour que les États-Unis soient satisfaits. Alors, il y aura un transit gratuit pour les navires américains, certainement militaires, potentiellement commerciaux. Il y aura une expulsion de la Chine, des 2 ports en contrôle à l'entrée et à la sortie. Probablement que les Américains vont saisir l'opportunité, que ce sera un conglomérat américain qui pourra exploiter le canal de Panama. Et ensuite, il y aura peut-être une renégociation des ententes sur le canal lui-même entre les États-Unis et Panama pour formaliser tout ça et s'assurer que ce soit noir sur blanc. Donc, ne pas surprendre si le dossier évolue beaucoup au cours des prochains jours, alors que le Panama a clairement déjà plié le genou et signalé à Washington qu'il a l'intention de faire de la place, d'expulser la Chine et de se réaligner avec les États-Unis. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour la revue de presse. Plusieurs dossiers aujourd'hui, que ce soit Ukraine, Gaza, Moyen-Orient, Canada, USAID et Panama. C'est toujours un bonheur de vous avoir et de lire vos commentaires. Donc, si vous avez suggestions, questions, quoi que ce soit, gênez-vous surtout pas. J'adore vraiment connaître vos observations sur tout ça. Et de notre côté, vous aurez probablement notre prochain documentaire déjà publié au moment de regarder tout ça. Sinon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a accroché avec le sponsor parce qu'on est essentiellement prêt à publier au cours des 24 prochaines heures. On attend le feu vert pour le faire et ce sera notre prochaine vidéo donc sur les 4 révolutions Donald Trump. Plusieurs des questions d'ailleurs qu'on a abordées au cours des revues de presse dans les dernières semaines. Merci tout le monde. Partagez l'amour, semez l'espoir. Bye bye.